Voilà, pour ce qui est du comité, ce soir, on parle d'énergie. Alors, ce soir, notre énergie, ça semble être un acquis dans nos communautés, dans notre société, dans notre quotidien. Toutefois, qu'en est-il de l'énergie? C'est quoi les enjeux présentement? Avez-vous entendu parler de la modernisation de la loi 69, les impacts que ça pourrait causer? La privatisation, alors ça, les compagnies privées qui embarquent dans la gestion de l'énergie, ça va être quoi les impacts environnementaux, sociaux reliés à ça? Comment est-ce qu'on se projette par rapport à notre consommation d'énergie? Notre consommation, si on aborde le terme sobriété, ça veut dire quoi? On retourne-tu dans les airs de Cro-Magnon à revenir sans électricité? Non, pas du tout. Mais comment on envisage une sobriété raisonnable, équitable pour tous et accessible? Quels sont les enjeux? Quels sont les scénarios possibles aussi donc on se projette dans le futur? Et pour nous parler de tous ces beaux sujets ce soir, professeur à la retraite de l'École polytechnique de Montréal, spécialiste en thermodynamique et combustion, membre du comité de citoyens, le MEAC, membre du comité du regroupement Vigilance Énergie de Québec et du comité du regroupement des organismes environnementaux en énergie. Veuillez accueillir chaleureusement Bruno de Tonk. Bien, merci d'abord au comité organisateur. Merci Karen. On a eu des très beaux échanges. Zoom. Et puis j'avais hâte de vous voir en nature. D'ailleurs, je connais déjà quelques personnes ici. Ça me fait plaisir de les voir. Je les ai vus en Zoom des quantités de fois. Et puis là, ça fait plaisir de voir des personnes qui s'intéressent au phénomène de la décroissance et puis de la sobriété et de l'énergie. Effectivement, j'ai une formation d'ingénieur. N'ayez pas peur. C'est pas mortel, mais j'ai aussi j'ai aussi de grands intérêts de tout ce qui est sciences humaines. Je suis un lecteur passionné d'anthropologie, de politique et d'autres éléments comme ça là, qui tournent autour des sciences humaines. Ma blonde, c'est une ancienne danseuse de ballet. La mère de mes enfants, c'était une comédienne. Donc, le monde de la culture, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très, très important. La culture fait partie de l'avenir de l'humanité, puis il va falloir aussi que les gouvernements y voient. C'est un petit message que je voudrais passer quand même là-dessus. On va commencer tout de suite. Effectivement, c'est un thème qui n'est pas facile, l'énergie, parce que c'est un thème qui est en même temps complexe et peu connu, et les gouvernements n'ont pas l'intérêt à le faire connaître plus qu'il faut. Ça, c'est vraiment une des difficultés. Je me suis amené une petite manette là, pour pouvoir... Peux-tu partir le premier, voir? Après ça, ça devrait aller. Oui, ça marche. Bon. Juste vous situer un petit peu dans le profil d'où je viens. J'ai fait une maîtrise à Polytechnique sur l'énergie solaire passive reliée au bâtiment. J'ai travaillé 2 ans et demi comme associé de recherche en énergie solaire. Et puis, il y a une affaire très particulière. De janvier à avril 1983, j'étais en chômage. Pourquoi? Ça, c'est très politique. Vous vous souvenez qu'en 1973, il y a eu le premier choc pétrolier. Deuxième choc pétrolier en 1979. C'était des chocs pétroliers qui étaient reliés à des problèmes politiques dans le Moyen-Orient. À ce moment-là, les politiciens un peu partout à travers le monde se sont dit « Ah, il y a peut-être moins de pétrole qu'on pensait, on va commencer à développer les énergies renouvelables. » Donc, il y a eu de financement pour solaire, éolien, géothermie. Il y a eu beaucoup de développement à ce moment-là et moi, je travaillais sur des éléments qui étaient reliés à ces subventions-là. 1983, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours du pétrole a baissé et puis le gouvernement a coupé complètement toutes les subventions. Et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé pendant 3 mois chômeur. Alors, j'étais en tabarouette, pour ne pas dire d'autre chose. C'était vraiment pour moi, on prend 40 ans de départ, de retard sur ce qui devrait être fait. Parce que c'est évident qu'il va y avoir une fin à toutes les énergies fossiles. C'est marqué dans la terre. Alors ça, les gouvernements ne l'ont pas compris, puis on va le voir pourquoi. Alors là, ben après ça, bon, je me suis réaligné, comme j'avais quand même une formation qui me permettait de faire d'autres choses. Le côté combustion, ce qui m'intéressait, c'est la partie pollution. L'analyse des gaz brûlés. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai eu des subventions, j'ai fait des rapports là-dessus sur quels sont les gaz brûlés qui sortent principalement des autos. Alors, ça a été bien intéressant. Puis, je me suis mis à enseigner. J'ai monté un cours qui s'appelle « Combustion et pollution atmosphérique » qui existe encore quand j'ai pris ma retraite. Un jeune prof à
repris la relève et le cours continue à se donner, donc depuis 1995 que le cours existe. Alors ça, c'est un cours quand même assez fondamental parce qu'il ouvre surtout le domaine de tout ce qui est des filières énergétiques combustibles et après ça, la pollution à l'autre bout. Donc, on voit l'ensemble, puis au milieu de ça, bon, il y a une couple d'équations, là, un petit peu chimique et thermodynamique, mais on passe. Un élément intéressant. Je me suis acheté un vélo en 80. Ça, c'était mon troisième. Mon premier, je l'ai acheté quand j'étais à Québec. J'ai vécu à Québec 2 ans, quand j'avais 11 et 12 ans. Et puis, je m'étais acheté un vieux vélo, là, après avoir passé les journaux. Tous les matins, à 5 heures, j'étais debout pour passer les journaux, la presse, bien pesante le samedi. Et j'ai pu avoir assez de sous pour m'acheter un vieux vélo, mais j'étais tellement fier. Puis après ça, j'ai eu un deuxième, un troisième. Puis ça, c'est mon dernier en 80. Je l'ai encore. Je roule encore à Montréal. Il n'y a aucune pièce d'origine sauf le cadre de guidon et le cadenas. Ça étonne beaucoup. C'est un vieux Citadel. Est-ce qu'il y en a qui connaissent encore les cadenas Citadel? Non, hein? Vous êtes trop jeunes. C'est des cadenas ronds. C'était des clés rondes. Et puis, assez fascinant, mais quoi, difficile à crocheter. Alors, je continue à rouler. Et puis, j'étais encore en vélo hier à Montréal avec. Je descends du centre-ville. Ça me prend 12 minutes de descendre au centre-ville de chez moi dans Rosemont. En auto, ça prendrait à peu près 1h12 avec les cônes oranges. Okay? Vous connaissez. Alors, on s'amuse beaucoup. Avec ma blonde, on descend, puis on a beaucoup de plaisir à voir les autos arrêtées. Alors, rapidement, le contenu, je ne voudrais pas non plus étirer trop, là, mais on peut garder les questions pour la fin, peut-être. Si vous avez le goût, là, ramassez toutes vos questions, puis après ça, je pourrai rester ici autant que vous voulez. Je suis venu en autobus, et puis j'ai une petite chambre pas loin d'ici, et puis une clé pour rentrer, c'est parfait, donc je n'ai pas de contrainte de temps. On va regarder l'énergie dans le monde au Québec. Quelques faussetés, parce qu'il y a eu beaucoup de faussetés pendant les élections fédérales. Qui ont été émises. Pourquoi il est nécessaire après ça d'aller vers la sobriété, climat, ressources naturelles, pollution? Qu'est-ce que la sobriété? Puis différence entre la sobriété et efficacité énergétique, puis la sobriété reliée au groupe de citoyens qui sont actifs, dont vous. Puis ça, c'est important, ça. C'est vraiment, là, il y a des gros changements qui se font grâce à des citoyens engagés. Alors, rapidement. Ça, c'est des courbes que je fais là, régulièrement pour montrer un peu l'évolution. Une évolution qui est malheureusement une accumulation. Il n'y a pas de transition. Ça n'existe pas actuellement. Alors, les énergies renouvelables commencent à prendre de plus en plus d'impact, de plus en plus d'importance. On en parle, oui, on va aller plus loin avec ça, mais ils s'accumulent aux autres. Il n'y a jamais eu réduction. Les seules réductions qu'il y a eu, c'est quand il y a eu des crises du pétrole ou la COVID ici. Voyez? On voit le petit... Alors, la COVID a été une belle réduction, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, on est reparti à la haute, depuis ce temps-là. Pardon? J'ai arrêté de faire du pouce. Ah oui? Ah oui, OK. Il y a eu toutes sortes de conséquences à la COVID. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la COVID? Oui, la plupart du monde. Moi, je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ma blonde l'a eu, moi pas. Pourtant, on est dans le même lit. Maintenant, si on prend l'ensemble de toutes les courbes accumulées tout à l'heure, on les met sur une seule courbe et puis après ça, on divise ça par le nombre de populations à chaque période. Les populations, c'est des chiffres qui viennent de l'ONU. On voit 2 éléments intéressants. On voit d'abord que la montée est continuelle. On a toujours une augmentation de la consommation de l'énergie totale qu'on appelle primaire, c'est-à-dire celle donnée par la nature gratuitement. C'est-à-dire pétrole, gaz naturel, charbon, éolien, solaire, c'est des énergies gratuites et les biocarburants. Alors, c'est des énergies gratuites et puis quand on regarde la quantité d'énergie consommée puis on divise par le nombre de la population, on voit qu'il y a un petit plateau ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise économique en 80, après ça une autre, après ça en 2010, une autre en 2008, 2009. Alors, il y a eu des crises économiques qui ont baissé un petit peu la consommation par personne, mais la consommation totale augmente. Pourquoi? Parce que la population du monde continue à augmenter. Alors, il y a une consommation aussi reliée à le nombre de personnes. Quand je suis né en 1951, il y avait 3 milliards de personnes sur la Terre, et maintenant, on est passé 8 milliards et quart à peu près. Et on s'en va allègrement vers le 10 milliards. Alors, beaucoup de monde et du monde qui ont besoin aussi d'énergie. Si on vient maintenant au Québec, ça, c'est un des graphiques qui est tiré des travaux de Pierre-Olivier Pinault des HEC Montréal
il y a l'état de l'énergie qui a quand même beaucoup d'informations. Et si on regarde cette partie-là intéressante, c'est à gauche, quelle est l'énergie qui rentre dans notre système au Québec? Il y a une partie qui est générée directement au Québec par tout ce qui est éolien, solaire et biocarburant, la biomasse. Puis une autre partie qui est importée. Alors, tout ce qui s'appelle gaz naturel, pétrole et autres éléments, charbon, oui, un petit peu de charbon encore, à peu près 1% pour ceux qui font de l'acier. Là, il y a 2 compagnies qui continuent à l'utiliser, mais c'est très, très faible. De l'autre côté, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est ça s'en va où? À part le fait que, oui, il y a tous les usages. Alors, bâtiment, transport et puis industrie, c'est les 3 gros secteurs d'usage. Mais il y a des pertes. Puis la perte principale, ça vient de la combustion. On va le voir tout à l'heure dans les chiffres que moi j'ai calculés. On va voir qu'il y a un gain d'efficacité lorsqu'on passe à tout électrique. Alors, cette perte d'efficacité-là est quand même importante. On a quand même la moitié de l'énergie perdue et c'est normal, c'est un phénomène thermodynamique. Alors, la combustion est l'élément principal. Alors, tout ce qui est auto, vous savez qu'une auto, sur une route, quand il va à une vitesse constante, à peu près à 100, pas de plus, km/h, un rendement à peu près de 28-30 %. Si vous êtes en ville et que vous faites du stop and go à toutes les lumières, toutes les stops, vous avez un rendement 0 lorsque vous êtes arrêté, le moteur continue à tourner. Et globalement, sur un parcours de 5 km, vous avez un rendement d'à peu près 15 20 % maximum, si vous êtes chanceux, parce que le moteur perd beaucoup d'énergie, puis le freinage, en fait, a encore augmenté les pertes. Alors, c'est normal, ça. Une chaudière de maison au gaz naturel, au mazout, il y a 20 % à peu près de pertes. Okay? Donc, les pertes, dès qu'on a combustion, on a des pertes. Maintenant, si on regarde un des éléments, ça, c'est 2 petites slides intéressantes qui vont démontrer un petit peu les inexactitudes, appelons ça comme ça, qui ont été propagées pendant les élections fédérales qui viennent de finir. D'où vient l'énergie de combustion, c'est-à-dire pétrole, gaz naturel au Québec? Par le passé, on avait un certain nombre de fournisseurs qui étaient internationaux. Mais depuis plusieurs années maintenant, c'est principalement le Canada et les États-Unis. Au Canada, c'est quoi? C'est les sables bitumineux. On les aime beaucoup. Et le pétrole de fracturation hydraulique. Alors, c'est les 2 principales sources. Et ça vient de l'Ouest canadien, puis de l'autre côté, c'est du pétrole léger qui vient du Dakota, qui est puis celui qui est passé sur Mégantic, qui a fait une belle torche humaine, malheureusement. Alors, c'est du pétrole qui vient du Dakota principalement. Alors, encore là, de fracturation hydraulique, avec toutes les pertes et les pollutions que ça entraîne. Du côté du gaz naturel, c'est également, ça vient de l'Ouest. 98 % c'est encore du gaz naturel de fracturation. 2 % c'est le fameux GNR. OK, Énergie est tout le temps en train de nous dire on va augmenter la quantité de GNR, le gaz renouvelable, gaz naturel renouvelable. D'abord, le terme est faux. Ce n'est pas un gaz naturel, c'est un gaz manufacturé. On le fabrique. Il ne vient pas du sol. On prend, par exemple, des éléments de la biomasse, que ce soit vos plats de bananes, mais ça, c'est une toute petite quantité. C'est surtout de la biomasse forestière et agricole qui est utilisée pour faire, par biométhanisation, de la décomposition et du gaz naturel. Donc, cette partie-là, c'est 2 % seulement, actuellement. Puis ça vient encore là de l'Ouest et principalement par fracturation hydraulique, qui est toujours un élément très polluant. Okay? Des éléments qui ont, moi j'aime ça, des projets morts enterrés puis qui doivent rester morts. Okay? Puis il ne faut pas les ressusciter. Puis c'est là que dans les élections, on a beaucoup entendu parler, il faut recommencer GNL Québec, le pipeline. Et qu'est-ce qu'on entend actuellement avec la mise en candidature au Parti libéral provincial? 4 des 5 candidats disent oui, il faut recommencer à faire de la fracturation hydraulique au Québec, il faut recommencer à avoir des pipelines, et puis GNL Québec, on va leur partir. Ils sont complètement bien patates. Pourquoi? D'abord, construire un pipeline ou un gazoduc, ça prend entre 5 et 7 ans. Okay? Au départ, c'est très, très long. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à travers le monde? Est-ce qu'on va pouvoir vendre ça? Non, parce qu'à travers le monde, la consommation de produits pétroliers gazés diminue un peu partout. Et ça, c'est une tendance mondiale. Alors, ils vont partir des projets, ils vont les fabriquer, ils ne pourront pas vendre. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont 8 ports méthaniers pour faire de la liquéfaction qui sont fonctionnels et qui alimentent l'ensemble des pays d'Asie et d'Europe. Il n'y en a pas besoin d'un de plus au Québec. Alors ça, c'est vraiment fait partie des informations assez catastrophiques. Donc, ces projets-là ont été combattus
GNL Québec, est-ce qu'il y en a qui ont participé à des BAP, au BAP de GNL Québec? Oui, OK. Vous savez qu'il y a eu 3000 rapports mémoires déposés. Vous avez travaillé fort, bravo. 3000, donc 90%, c'était contre le projet. Et c'est pour ça que le projet n'est pas passé, parce que la population était vraiment contre. Okay? Sauf naturellement quelques industriels qui étaient très en faveur. Il y a le Pipeline Énergie Est. Le groupe de base avec lequel j'ai travaillé à Antique-Cartierville, le MEAC, on s'est formé en 2015 puis là on va faire dans notre fête de 10 ans, pour combattre ce projet-là. Okay? Ça a été notre première réunion. C'était GNL Québec, c'est quoi ça? Puis là, on a commencé à se poser la question, puis ça n'a pas de sens, on va lutter contre ça. Puis on a lutté avec beaucoup d'autres mondes, et pour finir, ça a été empêché. Donc, vous voyez, il y a des luttes citoyennes qui ont quand même donné des bons résultats, et il ne faut pas réactiver des projets qui sont morts et enterrés, ce n'est pas des zombies, là. Maintenant, si on arrive encore plus spécifiquement au Québec, qu'est-ce qu'on consomme? Consommation d'énergie au Québec, ça vient encore des rapports des HEC. Alors, vous avez les références, hein, puis j'ai donné à Karen le texte, tout le diaporama est en PDF, vous pourrez l'avoir si vous le désirez, vous demanderez à Karen, elle va pouvoir vous le distribuer, c'est dans le domaine public, tant qu'à moi, là, tout le monde peut l'avoir. Il n'y a rien de secret là-dedans. Alors, l'électricité compte 41% de l'énergie au Québec dans la consommation, produits pétroliers, le gaz, biocombustible. Là, dans les rapports des HEC, ils parlent de pétajoules. Okay, pétajoule, c'est une unité d'énergie. Okay, ce n'est que ça. Puis moi, je les ai convertis, toutes ces unités-là, en térawattheures pour être compatibles avec tous les documents qu'Hydro-Québec nous fournit. Tout à l'heure, vous allez voir mes résultats comparés avec Hydro, là, et puis là, ça permet d'avoir une comparaison plus simple. Et quand vous payez votre facture à la maison, vous payez en électricité des kilowattheures. Donc, vous voyez, térawattheure, c'est simplement un multiple de ça, c'est n'est que ça. À quoi ça sert l'énergie au Québec? Bien, principalement industrie, 36 %, transport, 26 %, puis les bâtiments, puis un petit peu l'agriculture, puis les usages non énergétiques, faire soit des engrais, soit du plastique. Alors, il y en a un qui est mieux que l'autre. Maintenant, consommation pour le secteur bâtiment. J'ai passé rapidement pour simplement mentionner que la quantité d'énergie totale électrique fournie par Hydro-Québec, il y en a 34 % qui va pour la partie de bâtiment, okay? Secteur résidentiel principalement. Maintenant, on va aller... Okay. Un élément important aussi qu'il faut mentionner. Au Québec, on a des beaux rapports. Le ministère de l'Environnement, il est très, très chouette pour faire des rapports très beaux visuellement, parlants, mais il n'y a pas beaucoup de contenu en général. Puis ça, c'est vraiment dommage. Il ne donne pas un contenu qui est suffisant. Un des éléments qu'il présente régulièrement, c'est la quantité de CO2 équivalente, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui est CO2 plus méthane plus les oxydes d'azote. On ramasse ça par le terme CO2 équivalent, puis on dit quelle est la quantité émise au Québec. Bien, actuellement, depuis 1990 puis 2022, la dernière valeur connue, là, on n'a pas une grosse diminution. Hein? C'est vraiment, on est dans la marge de la diminution. Puis pourquoi on rate tout le temps nos cibles? On fait des cibles, et puis après ça, on les rate, puis on en fait une autre en disant « Ah, la prochaine va être meilleure ». C'est parce qu'on ne prend pas les moyens pour le faire. Ouais. C'est aussi simple que ça, aussi bête que ça. Maintenant, une mise en garde. On dit oui, il faut électrifier. Oui, il faut électrifier. C'est évident parce qu'il faut décarboner. Mais électrifier, ça va être beaucoup plus complexe que ce que les gouvernements puis les compagnies nous présentent en disant « Ah, ça va être facile, on met des éoliennes partout, on met des nouveaux barrages et puis tout va bien se passer. » Ça va être un petit peu plus tordu que ça et vous allez voir pourquoi. En premier, il faut faire l'état actuel. C'est quoi l'état de la situation énergétique, les efforts requis, et puis après ça, moi, je propose des scénarios de croissance et de décroissance. Okay? Et ça va être la partie qui va être, je pense, assez importante. J'ai fait 5 scénarios. J'ai travaillé avec un logiciel qui s'appelle Engineering Equation Solver. C'est un logiciel qu'on utilisait à Poly. C'est une planche, c'est un système de programmation un peu comme Fortran, mais évolué avec beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Je continue à payer pour une licence. Ça me permet de faire du travail quand même très consistant que je ne pourrais pas faire avec Excel. Excel, c'est bien, mais limité par rapport à mes besoins.
Alors, j'ai fait un scénario d'abord de croissance zéro. Si on fait simplement de prendre l'énergie actuelle qu'on a, la partie combustible, c'est-à-dire gaz naturel et pétrole, puis on passe tout ça en termes d'électricité, combien d'éléments à construire seraient nécessaires? Puis après ça, j'ai fait 2 scénarios de croissance et 2 scénarios de décroissance pour avoir un panorama très large. OK? Puis ça, vous allez voir, ça donne des résultats très différents. Alors, le scénario 0, ne regardez pas tous les chiffres, là, vous allez avoir mal à la tête, ce n'est pas nécessaire. Il y a certains éléments simplement qui sont intéressants. Ici, si on regarde par exemple la consommation en 2023 en TWh, j'ai tout converti dans cette unité-là, ça donne 516 TWh de consommation globale. Et si on se projette en 2050 en disant tout va être converti à l'électricité, sauf ce qui ne peut pas l'être. Puis ça, c'est une affaire que le gouvernement ne dit pas. D'abord, dans un rapport des HEC, il a été démontré qu'à peu près 21 % de l'industrie lourde ne peut pas l'être actuellement. Peut-être dans le futur, mais pas actuellement. On peut les nommer tout de suite, cimenterie, tout ce qui est travail de métaux, c'est des éléments qui vont être bien, bien difficiles à enlever le carbone, parce qu'on utilise des produits carbonés pour ça. Et l'autre affaire qui est débile, en général, j'aime bien ça en parler, c'est l'aviation. Pensez-vous qu'un avion électrique va pouvoir traverser l'Atlantique? No way. Parce qu'il y a une affaire bien simple que les gens ne comprennent pas, en tout cas les politiciens ne comprennent pas. On appelle ça la puissance spécifique. Quelle est la puissance des moteurs avec son combustible par rapport au poids du moteur et des combustibles? Hein? Alors, si vous mettez du kérosène dans des moteurs, ça marche parce que c'est une énergie très condensée qui ne demande pas beaucoup de place. Vous mettez des batteries, puis vous traverserez le fleuve Saint-Laurent, mais vous n'irez pas en Europe. C'est ça la différence. Vous mettez de l'hydrogène, vous mettez des réservoirs tellement lourds qu'ils ne pourront même pas se lever. Alors, comptez pas faire Montréal-Paris en avion électrique ou à hydrogène, là, c'est pas ça. On ira en bateau à voile à la place. Alors, je reviens là-dessus. Donc, on voit qu'il y a une différence quand même importante en termes de consommation. Cette différence-là est de l'ordre de 18 % pour l'ensemble de la consommation énergétique au Québec. C'est quand même intéressant de voir que la simple transfert de tout ce qui peut être transféré de la partie combustible vers la partie électrique dans la partie possible, bien, ça donne quand même une réduction intéressante. Maintenant, si on regarde combien d'énergie électrique il faut fournir en supplément, c'est là que ça commence à se gâter. On parle d'une valeur de 136 TWh supplémentaires. Actuellement, Hydro-Québec, c'est à peu près 212 TWh par année électrique qui vend à la population puis à l'ensemble des industries. Là, il faut rajouter un 136. 136 TWh, si on prend des éoliennes de 6 MW, avez-vous déjà vu des éoliennes de 6 MW? Pas celles de la Gaspésie, ils sont tout petits, ceux-là. C'est 75 kW par éolienne. 6 MW, c'est 200 mètres de haut. C'est plus haut que la place Ville-Marie. C'est immense. Okay? Alors, il en faudrait 7433. C'est pas petit, ça. C'est énorme. Ou l'équivalent en barrage à Romaine, l'ensemble de tout le complexe, ça demanderait 16 barrages à Romaine supplémentaires. Est-ce qu'on a assez de rivières? Non. C'est là le problème. C'est qu'on commence à avoir un aperçu de l'ampleur de ce qu'il faut faire si on veut décarboner sans réduire. C'est ça aussi pourquoi j'ai fait mes calculs. C'est que vouloir construire 7400 éoliennes, ça veut dire avoir d'abord des terres sur lesquelles on peut les installer. Puis je peux vous dire que dans le groupe avec lequel je travaille, le RVQ, on a beaucoup de groupes de citoyens qui sont en terre agricole, qui ne veulent pas avoir d'éoliennes plantées dans le champ du voisin. Puis c'est énorme à construire, énorme à entretenir, puis c'est en plus toutes sortes d'inconvénients à d'autres niveaux. C'est aussi des matériaux qu'il faut fournir. Une éolienne, c'est beaucoup de cuivre, c'est des aimants de très haute puissance qui demandent des éléments de type néodyne et d'autres terres rares. Alors, rares plus ou moins, mais difficiles à obtenir, c'est surtout ça le terme. Alors, ça demande beaucoup d'éléments, puis on est en compétition avec l'ensemble du monde. On n'est pas tout seul à vouloir faire ça. Okay? Si on va avoir des éoliennes, pensez-vous, les Américains, les Chinois, les Indiens puis les Russes n'en veulent pas aussi? Ils en veulent. Mais on lutte tous pour les mêmes terres rares, pour les mêmes produits. Et puis on va voir pour le cuivre des chiffres aussi assez intéressants. Donc, c'est ça la difficulté. Alors, on se retrouve naturellement avec des contraintes, puis les contraintes, il va falloir les assumer.
Maintenant, si je regarde l'ensemble de mes 5 scénarios, juste en termes de nombre d'éoliennes équivalents pour pouvoir rencontrer mes 5 scénarios, on voit qu'on passe du simple au double. Alors, si on est, par exemple, dans le scénario croissance zéro, on a 7433. Si on augmente la production ou la consommation énergétique par groupe d'années, alors moi, j'ai pris, c'est une petite équation exponentielle. Hein. Vous savez que vous payez des hypothèques ou des éléments comme ça. Sur une hypothèque, il y a une équation avec un exposant, là, et puis c'est rien que ça. J'ai pris la même équation, puis je l'ai foutu là, puis ça permet d'avoir une évolution avec un chiffre soit positif, soit négatif. Si on met un chiffre négatif, ça devient une décroissance. Okay? Alors, on peut aller jusqu'à 10 000 éoliennes pour un scénario, puis retenez ces chiffres-là, là, parce qu'on va voir ce que le gouvernement du Québec nous propose dans ces nouveaux documents. Si on fait une décroissance, on pourrait décroître jusqu'à près de 5 000 éoliennes. Au lieu d'en construire 10 000, on est à la moitié. C'est déjà pas si mal. On commence à pouvoir dire que oui. Puis là, c'est d'ici 2050. On parle pas longtemps, là. C'est moins de 25 ans, 2050. Alors, en 2023, on avait 2200 éoliennes construites sur le territoire du Québec. Ça a pris 25 ans pour les faire. Puis là, on prétend pouvoir, en 25 ans, en construire soit 7 000, 9 000 ou 10 000. OK? Alors, ils sont très, très optimistes. D'abord, qui va les faire? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre pour ça? Le territoire, les matériaux? C'est une autre paire de manches. Maintenant, bon, je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus. J'ai beaucoup de chiffres. Hein? Alors, comme je pense que je regarde les yeux, s'il y en a qui s'en dorment pas encore, mais je ne voudrais pas que ça aille vers ça. Je vais passer rapidement. Vous voyez, ça, c'est la courbe de consommation globale d'énergie selon mes 5 scénarios. On voit un point d'inflexion ici intéressant. Pourquoi? À quoi ça correspond? C'est que le gouvernement provincial, il y a 2-3 ans, il a émis l'idée qu'en 2035, il voulait avoir aucune vente de voitures à essence. Alors, j'ai pris cette hypothèse-là, je l'ai mis dans mon modèle, puis je roule avec ça. Alors, c'est normal qu'à partir du moment où il n'y a plus de voitures à essence, ça fait une décroissance parce qu'on gagne beaucoup en efficacité, mais il y a un gain d'efficacité important. Alors, c'est ce qui fait le point d'inflexion. Mais là, le gouvernement commence à se dire 2035, c'est peut-être trop tôt, on peut peut-être pousser ça à 2038, 2040. On ne sait pas, là, le gouvernement, en tout cas, excusez, là, mais la CAQ, là, je ne suis pas capable. Bon, c'est dit, là, aussi bien, va se libérer, là. Maintenant, on va regarder ce que Hydro-Québec fait. Souvenez-vous d'une petite histoire. Madame Brochu était à la gouvernance de l'Hydro-Québec en 2022-2023, et là, tout d'un coup, elle s'est faite tasser dehors, sans doute, très gentiment, avec un bon bonus de départ. Okay? On est sûr de ça. 3 mois plus tard, on apprend que M. Sébia prend la relève. Mais Mme Brochet avait déjà développé, elle, un premier plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec pour les 10 prochaines années. Puis là, M. Sébia arrive, puis en fait un autre, complètement différent. Là. Avec Mme Brochet, on était à 100 TWh de plus d'ici 2050. Et là, avec M. Sébia, on est entre 150 à 200 TWh de plus. D'où il prend ces chiffres? On ne le sait pas. Aucune hypothèse. Puis ça, vous irez voir, là, toutes les références sont là. Moi, j'ai tous les documents d'Hydro-Québec régulièrement. J'ai collecte, puis j'ai des analyses. Ça prend du temps, puis c'est plate. Mais il reste qu'on voit ça. On voit, à un moment donné, une courbe avec d'abord, entre 2022 et 2035, une courbe unique. Ce qui n'a aucun sens. D'abord, quand on fait des scénarios, on en fait plusieurs, avec plusieurs hypothèses. Mais là, il n'y a pas plusieurs hypothèses, puis il n'y a pas d'hypothèse. OK? C'est ça le problème. Ouais, alors, Hydro-Québec, à un moment donné, il faudrait leur poser la question, mais vous faites vos calculs à partir de quoi? La majorité de ce qui est proposé, c'est principalement pour faire croître le domaine industriel de la grande industrie. C'est ça l'affaire. C'est vers ça qu'on s'en va, puis vous allez voir les chiffres d'Hydro-Québec. Ça, c'est vraiment honteux, puis malheureusement, les journalistes n'en ont pas repris. C'est là qu'on s'en vient. Ça, c'est encore là des chiffres d'Hydro-Québec. J'ai simplement pris le tableau, je l'ai recopié, je n'ai pas fait de modification. C'est le tableau tel que présenté à la Régie de l'énergie en 2024. Okay? Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit qu'Hydro-Québec prévoit que pour la PME, on va avoir une stagnation de la quantité d'énergie qui va être consommée. Okay? On passe de 8,1, même une diminution de 8,1 à 8,0 TWh. Ça veut dire que la petite et moyenne entreprise, qui est l'élément principal en termes de
quantité d'emplois offerts dans le monde industriel, va se voir pénalisé. Ils ne pourront pas décarboner, puis ils ne pourront pas augmenter leur capacité ou croître. Zéro. Au côté de ça, la grande entreprise, elle, qu'est-ce qui se passe? Augmentation de 55 %. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a Nordvolt, 400 millions ou 460 millions de pertes actuellement, puis d'autres compagnies dans le genre. Alors, on se retrouve avec des affaires où l'Hydro-Québec projette dans l'avenir une absurdité. C'est vraiment ça. Et puis là, les journalistes ont eu l'air de comprendre qu'est-ce qui advient de ça. Alors moi, en tout cas, j'en parle à toutes les tribunes. Je continue à écrire des affaires puis à essayer de faire montre que ça n'a pas d'allure et puis que l'industrie extérieure ne devrait pas être favorisée. Parce qu'en plus, vous savez que la grande entreprise a un tarif qu'on appelle L pour l'eau, sans doute, de 4 sous le kilowattheure. Vous payez autour de 8 sous le kilowattheure dans la première tranche. Okay? Et puis là, la nouvelle industrie qui va arriver va demander des éoliennes qui va être beaucoup plus chères à construire puis à fournir le courant électrique. La nouvelle éolienne va être autour de 11-12 sous le kilowattheure. S'ils continuent à vendre aux industriels à 4 sous, qui va payer la différence? Répondez pas. Oui, c'est ça. On appelle ça mutualiser les dépenses et puis les défenses. Pardon? Oui, c'est ça. Et privatiser les profits. Alors, on est dans ce modèle-là économique. Alors, quelques constatations. Les PME ne sont pas en mesure de décarboner. La grande entreprise, c'est la gagnante. 2 éléments intéressants là-dedans. Le transport n'existe pas. Pourtant, c'est un gros domaine en termes de consommation d'énergie. Alors, il y a 3 types de transport. Hein? Le transport individuel en auto, le transport de marchandises et le transport collectif. Aucun n'apparaît. Alors, j'imagine que le transport individuel doit se retrouver ici dans le réseau c'est-à-dire bâtiment résidentiel parce que la CAQ a décidé que toutes les autos électriques, ça va être à la maison qui vont être branchées. Sauf que dans mon quartier à moi, c'est tous des bâtiments avec des logements, puis ils n'ont pas de garage, puis ils n'ont pas de prise électrique pour se brancher. Alors, il va falloir avoir des prises extérieures, mais ça, c'est pas marqué, ça. Des drôles de choses, en tout cas. Le transport collectif non plus n'est pas là, puis le transport de marchandises encore moins. Alors, on est vraiment dans un drôle de domaine de pensée, là. Hydro-Québec, des fois, nous subjugue. Constatation, donc, alors, décarboner la société est une nécessité, OK? Puis actuellement, ce qu'on voit, c'est que décarbonation ou fourniture d'une nouvelle production électrique, principalement pour des entreprises extérieures privées contre les PME d'ici. Et développement industriel, va être voué à l'échec, tant qu'à moi. Là, puis il va falloir quand même continuer à regarder en termes d'efficacité énergétique et sobriété. Maintenant, si on regarde maintenant l'appauvrissement. Karen a parlé du projet de loi 69. Il est à l'étude actuellement. Aux dernières nouvelles, il semble que le gouvernement va plutôt le passer sous bâillon. Ça veut dire quoi, ça? Fermer la gueule aux 3 partis d'opposition. C'est ça que ça veut dire. Bâillonner les oppositions. Parce qu'actuellement, c'est un projet de loi qui n'a pas beaucoup d'allure et qui va permettre des choses qui sont quand même pas du tout dans la lignée de la raison pour laquelle on a fait la nationalisation d'Hydro-Québec, qui a commencé en 1944, qui s'est complétée dans les années 60 avec le Parti libéral, puis qui a donné quand même le fait qu'on a un courant électrique qui est quand même très abordable, un des plus abordables au monde. Okay? On a ce qu'on appelle la partie patrimoniale, 165 TWh, qui a été payée par nous, les pères, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grand-mère, tous ceux qui ont participé à la construction des anciens barrages. Alors, que ça soit, par exemple, la Romaine, mais avant ça, il y a eu Manic, il y a eu Abbé James, il y a eu Beauharnois, il y a eu Carillon, des vieux barrages. Tout près de chez moi, où je restais avant, dans Antique, il y a un barrage qui date de 1936 ou autour de ça. Le barrage Sicard sur la rivière des Prairies. C'est vieux. C'était au départ privé, ça a été nationalisé. Mais avec ça, on a quand même un bassin d'énergie qui nous appartient, qui a été payé. Et là, qu'est-ce que va faire Hydro-Québec dans ce projet de loi 69? Et puis là, il y a Pégir, je reviendrai au Pégir. Là. Privatisation d'Hydro-Québec. D'abord, tous les barrages qui ont
100 MW et moins de puissance pourraient être vendus au privé ou à des corporations mixtes entre communautés locales et privées, sans aucune définition et sans aucun critère. Ça, c'est marqué dans le projet de loi. Deuxième élément, tout ce qui est de développement de l'éolien. C'est actuellement l'éolien qui se fait dans la vallée du Saint-Laurent, puis il y en a déjà d'installés un peu partout. C'est des compagnies privées, quelques québécoises comme Boralex, mais beaucoup de compagnies étrangères, qui installent des éoliennes un peu partout et qui retirent donc un bénéfice. Ce bénéfice-là, ils vendent à Hydro-Québec le courant électrique à un prix quand même assez substantiel. On pense, mais on ne le sait pas. C'est du secret de compagnie industrielle. Alors, cette vente-là fait que Hydro-Québec est obligé de vendre à tout le monde. On se retrouve quand même à payer des dividendes qui s'en vont où? On connaît les paradis fiscaux. Et puis, on peut supposer qu'il y en a pas mal qui s'en vont vers là. Contrairement au fait que quand c'était Hydro-Québec qui recevait les redevances, ça sert à payer l'ensemble de ce qu'on fait, une partie, en tout cas, une toute petite partie, mais quand même substantielle, tout ce qui est les écoles, et puis les hôpitaux et tout le reste. Alors, c'est ça le problème. Puis en plus, il y a une perte de contrôle en termes d'attribution des mégawatts. Hydro-Québec n'aura plus la capacité de dire ça, je privilégie ça au lieu de ça. C'est le privé qui va l'imposer. Alors, c'est l'imposer à qui? À ses amis. Okay? Autre élément qui va se passer, je parlais tout à l'heure de tarification, il va y avoir une tarification électrique qui va augmenter. Parce que les nouvelles éoliennes pour le privé d'exportation, tu sais, Nordvolt, là, c'était pour faire des batteries. Mais les batteries, on n'a pas une auto avec ça. Alors, on fait des batteries, on exporte les batteries, puis après ça, on va importer des autos électriques. On a toujours, encore, à avoir un déficit commercial. On n'a même pas de compagnie de fabrication. Tandis que s'il y avait que financé, par exemple, Bombardier, train et non pas aéronautique, s'il avait financé Lyon, s'il avait financé des compagnies de construction de tout ce qui est matériel roulant pour le transport collectif, ça aurait été pas mal plus intelligent. Mais ça, ils ne l'ont pas fait. Alors, on continue donc à avoir ça. Et les tarifs vont monter parce que les nouvelles éoliennes coûtent beaucoup plus cher. Puis ça va être parti dans l'ensemble de la population. Puis ça, tout le monde va payer pour ça. Dernier élément, dans ça ici, il est clairement dit que le gaz naturel va continuer à être une énergie de transition. Ce n'est pas une énergie de transition, c'est une énergie polluante. Okay? Et polluante à la source, très, très polluante. Et les derniers résultats d'analyse qui ont été faits par des universités américaines montrent que le gaz naturel extrait par fracturation hydraulique sont à peu près l'équivalent du charbon en termes d'émissions de CO2. Parce qu'il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de problèmes de gaz qui va sortir, puis le méthane a un pouvoir de réchauffement qui est 81 fois plus important que le CO2 par kilogramme. Okay? C'est pas rien, là. Alors, on n'est pas gagnant, donc il ne faut pas continuer à utiliser le méthane. Autre élément que M. Sebia a dit récemment, c'est que le nucléaire, pourquoi pas? Pourquoi pas le nucléaire? Hein? Gentil, vous vous souvenez? Gentil 1, qui a marché à peu près 8 semaines, puis il y avait tellement de problèmes qu'ils l'ont arrêté, c'est une bombe dangereuse. Gentil 2, qui a marché 20 ans. Pour le rénover, ça aurait coûté 3 milliards à l'époque. Là, ça aurait coûté encore plus cher. On va repartir sur le nucléaire? Non. Il n'y a plus d'industrie au Québec nucléaire. Toute l'industrie s'est délocalisée où? En Ontario. Alors, on va acheter encore là des éléments dans l'Ontario. Pas sûr que ça nous fasse plaisir. Puis en plus, avec tous les problèmes que le nucléaire peut avoir en termes de pollution, en termes de risque sanitaire, il y a un risque aussi de prolifération de bombes. Maintenant, vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? Vous suivez? Moi, ça va, là. J'ai dormi dans l'autobus à Marve, là. Ça assure une longue nuit. Alors, pourquoi nécessaire d'aller vers la sobriété? Il y a 3 éléments. Le climat, les ressources, puis la dégradation des sols. Je vais passer quand même rapidement, mais c'est quand même, ça a une importance. La concentration de CO2 continue à monter. Elle était à 280 ppm en 1850. Là, on est à 425 actuellement, tel que mesuré par la NOAA. Et ça va continuer à monter, mais là, on ne mesurera plus. Pas par la NOAA. Pourquoi? Parce que Trump est en train de saccager complètement l'organisme. Alors, je lis régulièrement des documents venant des États-Unis. J'abonnais à l'infolette de l'Agence américaine de l'avancement des sciences. Et puis maintenant, 8 articles sur 10, c'est pour dénoncer ce que fait Trump. Ça au niveau santé, au niveau climat, au niveau n'importe quoi, là. Puis ils sont très, très virulents. Je peux vous dire que
un des éléments qui va être de plus en plus important, ça va être la lutte que les scientifiques vont mener contre le gouvernement actuel républicain. Ça, c'est quand même intéressant. La conséquence de l'augmentation des émissions de CO2 régulièrement d'année en année, c'est l'augmentation de la température. Alors, actuellement, en 2024, c'était l'année la plus chaude. C'est une moyenne température de l'ensemble et des océans et des surfaces terrestres. Et là, on s'en va vers une augmentation qui va augmenter son rythme. C'est ça le problème. J'ai lu hier un texte d'une infolette de Jim Hansen. Jim Hansen, c'est un scientifique américain, un des principaux scientifiques qui ont tout de suite sonné la sonnette d'alarme sur le réchauffement en 1988. Il a fait une présentation devant le gouvernement américain à l'époque des Bush, et puis il a dénoncé ce qui se passait, puis qu'il fallait absolument sortir des produits carbonés. Et puis, il s'est fait fermer la boîte à ce moment-là, mais il a continué à parler. Il a même été en prison, je peux vous dire. Ce qu'il démontrait dans son dernier article, c'est qu'actuellement, il y a une modification de ce qu'on appelle l'albédo du sol. C'est-à-dire le sol réfléchit en partie le rayonnement solaire qui vient du soleil, réfléchit soit par les masses qui sont de glace, ça c'est le principal élément. Alors, plus on en réfléchit, moins il en reste. Mais plus la glace rétrécit, moins il va y avoir réflexion. L'autre élément, qui vient de paraître dans les derniers articles, c'est que les nuages sont de plus en plus diffus et filent de moins en moins. Donc, il y aura de plus en plus de soleil qui va être incident sur la Terre, donc de plus en plus à ce moment-là de réchauffement. Donc, il y a accélération par plusieurs éléments. Donc, ce n'est pas non plus tellement réjouissant. Maintenant, autre élément aussi qui est mal connu, puis relativement, disons, mal interprété par ceux qui en parlent, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique. Un nouveau terme encore, là. C'est quand on extrait du pétrole, il faut en mettre de l'énergie pour l'extraire. En 1900 à peu près, en Pennsylvanie, quand on mettait l'équivalent énergétique d'un baril de pétrole, on pouvait en extraire 100. Actuellement, on est à 1 par 15. Ça, c'est en Arabie saoudite, qui est une des meilleures places. Okay? Aux États-Unis, avec la fracturation hydraulique, on est plutôt à 1 à 4 ou 5. Les sables bitumineux, c'est 2, 3. Donc, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est de l'énergie qui est utilisée pour faire du CO2. C'est ça ici. Donc, la partie nécessaire pour sortir le pétrole et le gaz naturel est de plus en plus pénalisante pour l'environnement. Ça, c'est un élément aussi important. Et donc, les réserves s'épuisent de plus en plus vite. Alors, les réserves, on va arriver en 2060, 70, puis il ne va plus en avoir. Le problème avec ça, c'est qu'en même temps, il y aura de moins en moins d'énergie fossile. La Terre va être la plus chaude possible et la plus populeuse. Vous voyez, 3 crises en même temps, là, en même temps. En tout cas, moi, je ne serai plus là. Vous, sans doute, pour certains, puis mes enfants aussi. Maintenant, l'autre élément, quand je parlais des ressources, il reste que, j'ai parlé tout à l'heure, pour faire une éolienne, il fallait avoir des matériaux. On ne les construit pas avec des morceaux de bois, une éolienne, de 200 mètres, avec des gros ventilateurs. C'est vraiment des gros ventilateurs, là. Il faut des matériaux pour faire ça. Il faut du cuivre, il faut de la néodyne, il faut toutes sortes de choses comme ça. Et ça se trouve dans le sol. Puis les quantités sont de plus en plus faibles parce qu'on les extrait depuis très longtemps. Alors, si on regarde, par exemple, puis là, je peux vous dire une affaire. Moi, je suis un immigrant. Je suis arrivé ici en 52, là, 1 an. 2 parents, 3 enfants, bébés. Pas de couche, pas d'habits d'hiver. On est arrivé en Abitibi au mois de décembre. Okay? Mon père a commencé à travailler dans les mines à l'époque, à 24 piastres par semaine. Et à cette époque-là, il y avait des quantités d'or, de cuivre et d'argent en quantité suffisante. Il y avait quand même des mines assez importantes. On les a vidées. Osisko, qui est une compagnie internationale, veut réouvrir la mine qui se trouve à Murdochville. La concentration actuelle de minerais est à 0,31. Vous voyez la quantité d'énergie qu'il faut amener pour pouvoir extraire 1 kilogramme, puis la quantité de déchets que ça va faire, c'est énorme. C'est vers ça qu'on s'en va. Et ça, c'est des courbes qui sont déterminées, qui ont été évaluées par des géologues à travers le monde. Ce n'est pas moi qui les ai faites, là. C'est des géologues, c'est des articles qui ont été publiés et qui montrent que la concentration de la plupart des minerais diminue. Bon, certains minerais, comme par exemple le silicium, l'aluminium,
le fer, il y en a beaucoup dans le sol. Okay? Ce n'est pas tellement un problème, ceux-là. C'est surtout ceux qu'il nous faut pour la transition. Les métaux critiques, dont le cuivre, platine, rhodium, indium et tout le reste. Donc, on va se retrouver avec une problématique de minéraux et on est en train de vider. Un exemple que j'ai trouvé bien amusant, ça c'est tout récent, hein? C'est un exemple à la mine d'Osisco à Malartic. Première ruée vers l'or en Abitibi, 1935. Fondation de la ville en 1939. Fin de la première ruée vers l'or en 80. Nouvelle découverte en dessous de la ville de Malartic, en 2005. On a ouvert la mine, puis on l'a refermée en 2023, pas très longtemps après. Qu'est-ce qu'on a extrait? On a extrait au total 190 tonnes d'or. OK? La compagnie a fait 11 milliards de profit avec ça. 11 milliards, c'est pas petit. Pour ça, il fallait extraire 3 millions de tonnes par tonne de roche par tonne d'or. Vous voyez la disproportion entre la quantité de roche à extraire et l'énergie qu'il faut mettre là-dessus pour extraire cet or-là. Puis ça, c'est un article qui est sorti dans Le Devoir il n'y a pas longtemps, là. Alors, vous allez voir les références, c'est assez parlant. Dernier élément sur les ressources, le sol. Le sol, c'est un élément fondamental. Pourquoi il y a des migrations un peu partout à travers le monde? C'est que le sol s'appauvrit. Il est en train de s'appauvrir dans sa couche arabe. Il y a des sols qui deviennent complètement désertiques. Et ça, quand on regarde le nord du Pakistan, nord-est, l'ouest de l'Inde, c'est en train de devenir des déserts. Okay? Alors, c'est ça aussi le problème. Donc, les gens vont faire quoi? Ils vont se déplacer, ils vont aller ailleurs. Alors ça, les sols qui s'appauvrissent, ça fait partie de notre survie aussi. La sobriété maintenant, on y arrive. On a parlé, c'était supposé être l'élément fondamental de la présentation, mais on y arrive. Ça a été long avant d'y arriver, c'est un petit 40 minutes. Je suis un peu lent des fois au démarrage, excusez. Je m'amuse, moi, beaucoup avec les mots, j'aime les dictionnaires. Étant dyslexique, j'ai usé des dictionnaires à cordes et puis j'allais tout le temps avoir la définition, comment ça s'écrivait pour être capable d'écrire comme il faut, mais aussi les définitions puis les sources. Ça, c'est bien intéressant. Deux mots qui sont fondamentaux, besoin et désir. Ça vient de deux sources différentes. Désir, besoin, ça vient du vieux francique. Ça veut dire soin, prendre soin de. On a besoin d'un élément pour avoir un soin, pour se faire du bien. Okay? C'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et des besoins sont parfois matériels, puis aussi la liberté, ça fait partie des besoins fondamentaux, qui n'est pas matériel, mais qui est quand même fondamental sur l'humain. L'autre, c'est le désir. Ça vient du vieux classique, du vieux latin classique, regretter. C'est étrange, hein, comme étymologie. C'est ambigu. C'est pas complètement négatif, mais c'est ambigu. Oui, il y a des désirs qui sont très sains, des désirs de s'améliorer, il y a des désirs amoureux, des choses comme ça, mais il y a des désirs qui sont complètement artificiels. Okay? Avoir une Ferrari, une Rolls-Royce, je ne pense pas que ce soit un désir fondamental. On peut s'en passer, puis on vit bien avec ça. Alors, c'est ça. Il y a des désirs qui sont néfastes, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Okay? Alors, tous les humains ont des besoins, mais en termes de désirs, il y en a qui peuvent les assouvir, puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas. C'est ça le problème. On va vers de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas. Juste mentionner que la sobriété, ce n'est pas maintenant qu'on l'a découvert, c'est vieux. Alors, qu'on regarde par exemple Bouddha, qu'on regarde Lao Tzu, Socrate, Diogène de Sinope. Vous connaissez l'histoire de Diogène? C'est très amusant, là. À un moment donné, Alexandre le Grand vient voir Diogène, puis il dit qu'est-ce que je pourrais t'offrir? Parce qu'il vivait dans un tonneau, paraît-il. L'histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là. Il y a des doutes. Mais en tout cas, l'histoire dit qu'Alexandre le Grand demande à Diogène qu'est-ce que je peux t'offrir? Diogène il dit tasse-toi de mon soleil. C'était sa réponse. Donc, c'est quand même assez fondamental. Il avait besoin de son soleil. Donc, l'idée de sobriété est vieille. Puis, en même temps, maintenant, on a l'idée de sobriété qui se lie avec un autre élément. Ce n'est pas seulement pour faire la différence entre les besoins et désirs ou être imperméable aux pressions des élites, mais aussi nécessaire de limiter nos désirs par rapport aux limites biophysiques. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas dépasser ces limites-là. Si on les dépasse, ben oui, on va les dépasser, mais ça va nous retomber sur le nez. Ça va être ça. Il y a beaucoup de monde qui ont parlé dans l'époque moderne depuis 150 ans de la sobriété. Vous connaissez David Thoreau, il y a le Club de Rome, un rapport fondamental. Vous l'avez, oui? C'est Serge Mongeau. Ah, Serge Mongeau, ah oui. Il vient de décéder, malheureusement.
Bravo. Il vient de décéder le 9 mai dernier. C'est quelqu'un de fantastique. Oui, je sais, oui. C'est en tant que tel mon premier livre à vie, en tant que tel, que j'ai Ah oui. comprendre l'économie et comprendre la société. Mon premier livre à vie en 2005, je l'ai lu au complet, puis Ah, c'était ouais. mon premier livre à vie. C'est, Je c'est- le relis 30 ans plus tard. Ben, bravo. Et M. Mongeau, je peux vous dire que moi, je l'ai croisé régulièrement sur le plateau Mont-Royal en vélo il y a encore quelques années. Il se promenait encore en vélo, donc c'est vraiment un exemple. Il y a le professeur Éric Pinault qui travaille au HEC. Il y a Yves-Marie Abraham, j'ai lu 3 de ses livres, fantastiques. Vous l'avez eu comme conférencier. On l'a eu au RVQ, on l'avait invité. Vous l'avez aussi, oui, je l'ai aussi celui-là. C'est dans mes références bibliographiques très, très intéressantes. Il parle beaucoup des communs. Les communs, c'est bien intéressant comme pensée, comme idée, là. Alors ça vaut la peine de regarder. Puis il y a un Français qui s'appelle Timothée Paric, qui a écrit une brique intéressante sur l'économie et puis la décroissance. Alors, c'est quelques personnes quand même fort importantes dans le domaine. Maintenant, un autre élément qu'il faut aussi placer, faire la différence entre la sobriété et la pauvreté. C'est pas la même affaire. Puis la sobriété peut être vécue de façon très différente. Moi qui aime lire des livres, par exemple, sur l'anthropologie, il y a des livres, par exemple, qui m'ont vraiment inspiré, qui montrent que les premiers peuples, ce qu'on appelle les peuples primitifs, c'est un très mauvais mot, c'est un mot dénigrant, les premiers peuples maintenant qu'on utilise, ont une façon de vivre qui n'est pas du tout pauvre. Ils ont une façon de vivre très riche. Dans leur forêt, ils ont la liberté, ils ont la capacité de travailler 3-4 heures par jour maximum. Et puis, ils travaillent à l'intérieur d'un espace écologique qu'ils conservent. Et dans les livres, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu des livres de David Graeber. Oui, okay. David Graeber a écrit des livres très intéressants sur aussi, par le passé, comment les sociétés étaient structurées. Lui, David Graeber, c'est un anthropologue américain. Il est mort il y a quelques années, mort tragique, d'un cancer, je pense, assez foudroyant. Il enseignait dans une des universités américaines d'Ivy, je ne sais plus si c'était Yale ou Harvard, je ne sais pas lequel des deux, là, mais il s'est fait mettre dehors parce qu'il était trop contestataire, il est anarchiste. Okay? Et il a été en Angleterre, il a travaillé pour des universités anglaises avec un autre David, et ils ont écrit un livre intéressant. Oui. C'est quoi? C'est lui qui lançait les manifestations de 99. Oui, effectivement. Alors, c'est quelqu'un, si vous avez la chance de tomber sur ses livres, c'est fort intéressant, parce qu'il nous montre qu'en réalité, l'humanité n'a pas toujours été en compétition avec elle-même. Les sociétés archaïques n'étaient pas des sociétés de compétition. Il y a même des sociétés où les enfants ont des jeux qui ne sont pas des jeux de gagnants et de perdants. Ils n'ont pas de perdants et de gagnants dans leurs jeux. C'est des jeux de rôle, c'est des jeux de toutes sortes de femmes, mais ce n'est pas des gagnants et des perdants. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est des sociétés où il faut absolument avoir un gagnant partout. Non, pas nécessaire pour s'amuser. Mon petit-fils, moi, quand je l'amène, je vais au parc avec des amis, il s'amuse, puis il n'y a pas de gagnant et de perdant, puis ils ont bien de fun. En tout cas, c'est ça. Il faut revenir sur cette notion-là. Tandis que la pauvreté, c'est une autre affaire. La pauvreté, c'est parce qu'on est confronté à une société riche. Actuellement, il y a 2 milliards de personnes sur la Terre qui sont vraiment en état de pauvreté très grande. Ils ne sont pas capables de manger correctement. Pour avoir été en Inde et avoir été en Afrique, je peux vous dire, j'en ai vu. Okay? Alors, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de manger correctement puis de nourrir leurs enfants. Il y a, le problème, c'est qu'ils sont confrontés à une société qui, elle a beaucoup de moyens. Puis ça, c'est vraiment un clash important au niveau émotif et ça crée à ce moment-là des tensions importantes. Société d'abondance. Même dans notre société ici, moi, j'ai pris une petite chambre pas loin d'ici, Saint-Joseph, et puis la quantité de personnes sans domicile fixe, ça lève le cœur, ça me fait mal. Je trouve ça épouvantable de voir que dans une société riche comme la nôtre, on n'est pas capable de faire en sorte de leur trouver des logements puis d'avoir un accueil pour ces gens-là. Alors ça devient à ce moment-là dans une société d'abondance, mais comment ça fait qu'on est rendu là aussi peu sensible, en tout cas au niveau des élites? Une petite pointe au niveau hormonal, 2 petites hormones, la dopamine puis la sérotonine, qui ont des effets très différents. Pourquoi j'amène ça? Parce que la dopamine fait en sorte, en général, tous les achats compulsifs, les achats rapides, et puis on est de plus en plus axé là-dessus. On est passé de l'argent liquide à carte de crédit ou de débit, et maintenant, un téléphone sur lequel la carte est incluse, on n'a pas besoin de penser si on a des fonds ou pas. On met ça là sur le terminal, puis pouf, on part avec, puis on se rend compte,
Ah, j'ai peut-être été trop vite. Alors ça fait partie du désir et puis du fait qu'on nous offre de plus en plus de moyens pour assouvir nos désirs le plus rapidement possible. Alors les hormones jouent beaucoup, hein, on est très, très hormonés, les humains. Maintenant, je reviens rapidement sur le Club de Rome, première édition en 72. Moi, je l'ai lu en 73, la première édition, et j'ai relu la dernière qui a été publiée par Éco-Société. C'était refait en tant que tel en 2010, je pense. 12. C'était 30 ans, c'était Ouais. 30 ans encore un autre livre, en Ouais. tant que tel, une brique 30 ans plus tard. Oui, tout à fait. Et c'est fort intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai comparé les courbes du livre de 72 et de 2012. Tout ce qu'il y a eu, c'est une légère translation sur l'axe des X. C'est tout. Mais les courbes sont les mêmes. Les courbes ont les mêmes formes, ont les mêmes chutes. Alors, c'est ça que le Club de Rome nous annonce. Mais en même temps, ce n'est pas de nous annoncer une catastrophe, nous annoncer de dire « allez pas là ». C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Un élément intéressant, il y a un économiste et philosophe qui s'appelle Kenneth Boulding. Lui, il a dit que celui qui croit que la croissance va être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Okay? Est-ce qu'il y en a des économistes ici? Excusez, des fois, je ne suis pas tout le temps gentil avec les économistes. J'ai une coupe de pointe à leur foncer. Alors, la sobriété peut amener justement une réponse à l'effondrement, parce qu'il y a eu des livres comme par exemple celui de Jared Diamond, Effondrement, Collapse, très intéressant, mais ouf, on sort de là, puis on ne sait pas dans quelle armoire aller se cacher. Mais en même temps, la sobriété va peut-être donner une réponse à ça, va peut-être être capable de nous fournir des éléments, des outils pour ne pas tomber dans cette partie si déprimante que ça. Différence entre efficacité énergétique et sobriété, il y a une différence importante. Si on regarde, par exemple, l'efficacité énergétique d'une maison, une maison québécoise en moyenne, ça, c'est des chiffres d'Hydro-Québec, ça consomme à peu près 24 000 kWh pour une année. Chauffage, climatisation pour l'ensemble de ses besoins. On est capable facilement, par une isolation, de bien faire les choses, de réduire à autour de 10 000 kWh. Si en plus, on rajoute une pompe à chaleur, on peut baisser encore. Donc, il y a des outils maintenant qui nous permettent d'être très économes en termes d'efficacité énergétique. Maintenant, c'est quoi la différence avec sobriété? Sobriété, c'est, on a un besoin, la mobilité. Okay? C'est se déplacer d'un endroit à l'autre. Et pour se déplacer, on peut prendre à pied, en vélo, on peut prendre le métro, l'autobus, puis on peut prendre un Hummer électrique. Okay? Est-ce qu'il y en a qui ont un Hummer électrique? Non? Ou un Hummer à essence même? Non? OK. Vous me rassurez. non, mais je pose la question pour ne pas dire des niaiseries, là, puis après ça, me faire accuser d'être méchant. Si on regarde la quantité d'énergie par kilomètre par personne, c'est important la différence. Puis en plus, il y a une autre différence qui n'est pas marquée là. C'est qu'une trame de métro, ça peut durer 40-50 ans, okay, de vie utile. Un Hummer, ça dure 8 à 10 ans. Après ça, on le met à scrap. C'est ça la différence aussi. C'est beaucoup, beaucoup de matières premières qui va s'en aller dans le cours à scrap pour pouvoir remplacer par le nouveau modèle. Alors, il y a aussi la longévité des objets qui est important là-dedans. Consommation d'énergie moyenne par habitant par pays en 2020, la consommation moyenne mondiale est à peu près autour de 28 000 kWh par personne. Au Canada, on est à peu près à 100 000. Les pays qui en consomment le plus, c'est qui? C'est les pays qui sont producteurs de pétrole et de gaz. C'est vraiment ça. À partir du moment où on a de production de pétrole et de gaz, on a une consommation excessive. Un tout petit pays qui est bizarre, Trinidad-Tobago, 123 000 kWh. Pourquoi? Ils ont du gaz. Ils en exportent beaucoup. Oui, c'est étonnant, mais vous irez voir sur les cartes, il y en a beaucoup. Au côté de ça, si on regarde la Finlande, qui a un climat quand même assez semblable à celui du Québec, on n'est pas très loin, là, hein, c'est à peu près la moitié moins de consommation. Ça fait une grosse différence. Donc, on est capable d'améliorer nos affaires. Les maisons ici au Québec, surtout les vieilles, j'en ai eu 2 vieilles, je ne sais quoi, là, isolées, sont des passoires souvent, puis il faut les améliorer, mais on peut aussi améliorer l'ensemble du processus, dont le transport. Bon, vous avez sûrement déjà vu ça, l'empreinte des activités humaines sur la planète. Une affaire à faire attention avec ce graphique-là, ça représente la partie qui est des consommables. Parce qu'il y a 2 parties dans ce qu'on fait, nous. Je vais en parler tout de suite. Oui, un peu après. Ça, c'est un graphique qui vient du GIEC.
Le GIEC nous dit, si on veut être capable de garder la température à moins de 2 degrés C d'ici 2050, il faut que l'ensemble de la moyenne du monde consomme des produits, oui, mais émette moins que 2 tonnes de CO2 équivalent par année. On est actuellement au Canada ou au Québec à peu près à 11-12 en comprenant pas ce qu'on importe. Si on rajoute à ça tous les produits importés, on monte à autour de 15-16. Parce que quand on commande un frigidaire, il n'est pas fabriqué ici. Il y avait une compagnie autrefois à Montréal qui le fabriquait. Il n'y en a plus. Ils l'ont délocalisé au Mexique. Pourquoi? Parce que les salaires sont plus bas. Alors, quand on consomme des produits qui viennent d'ailleurs, on consomme en même temps du CO2 produit. Okay? Alors, quand on fait cette comptabilité-là, ça nous fait augmenter encore notre consommation. Donc, pour que ça soit soutenable, il faudrait qu'on soit 2 tonnes par personne. On est loin de là. Maintenant, juste pour m'amuser aussi, je me suis attelé à regarder une augmentation de la population versus l'augmentation du nombre de véhicules. 1950, 3 milliards d'habitants, 50 millions de véhicules sur la Terre. 75, 4 milliards d'habitants, 350 millions d'habitants de véhicules. 2000, 6 milliards, 500 millions. 2022, 8 milliards d'habitants, 1,5 milliard de véhicules. Et ça, c'est un chiffre, une projection de la Banque mondiale. Ils sont des rigolos. On n'atteindra jamais ça. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Point à la ligne. Des fois, ça, c'est encore des économistes, excusez. Là, mais oui. Ouais. On oublie aussi là-dedans que, surtout en Occident, les véhicules ont tendance à grossir. Oui, tout à fait. Ah, ouais, tout à fait. Les véhicules ne sont pas seulement des unités, mais c'est aussi des masses. Masses qui, avec le temps, par exemple, au Québec, on était les champions des consommations de petits véhicules dans les années 70. Les Toyota, Datsun, Renault, tout ça, des petits véhicules, on en avait plein. Puis d'un coup, avec la publicité, ça joue sur la dopamine. Ça nous a fait monter la quantité de gros véhicules. Il y en a plein les rues. Les VUS, là, il y a maintenant. Non, ils ne veulent pas. Ben non, ils ne font pas de profit là-dessus. Ils veulent faire plus de profit sur moins de véhicules vendus. Oui. Ah, vas-y. Le 2 milliards se lie en tant que tel. 2 milliards de personnes qui ont de l'argent à manger. Oui. 2 milliards de personnes tout à fait. Qui achètent une auto, ça n'a pas de sens. Ben non, tout à fait. Comme par exemple, en 2024, selon l'OACI, qui est l'Agence internationale sur l'aviation, il y a eu 5 milliards de déplacements en avion à travers le monde. Et ça représente quel pourcentage de la population qui a déjà pris l'avion? 10 %. Ça, c'est les chiffres de l'OACI. Okay? 10 % des populations mondiales ont pris l'avion au moins une fois dans leur vie et ça représente 5 milliards de déplacements en 2024. Alors, vous voyez encore là, il y a plein du monde qui ne prennent jamais l'avion, ils ne le prendront jamais, ils n'ont pas les moyens. Alors, ça compte. En tout cas, ça, c'est des chiffres. Un autre élément, je ne vais pas étirer trop longtemps, il y a une étude allemande qui a essayé de comptabiliser combien de matière on a besoin pour vivre. Combien de matière on soutire de la Terre, qui fait une référence au graphique de tout à l'heure, en partie seulement, parce que le graphique ne fait référence qu'à la partie consommable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une partie qui n'est pas consommable direct, c'est des objets qui sont permanents, les écoles, les maisons, les hôpitaux, les routes. Alors, on ne les fait pas pour une personne, on les fait pour une communauté, mais ça a un impact sur chacun d'entre nous. Plus la partie qui est reliée à la consommation individuelle, bien tout ça, on voit que l'étude allemande montrait que ça demande à peu près entre 8 et 14 tonnes par année par personne. OK? Parce qu'il y a croissance de la population, donc croissance aussi de la quantité d'infrastructures à faire et croissance de la consommation individuelle. Si on regarde les Allemands et les Américains, ont une consommation individuelle qui a rapporté à ça à 70 tonnes par personne. Vous voyez encore là la disproportion là, dans les consommations. Maintenant, qui est interpellé par la nécessité de sobriété? Bien, c'est tout le monde. Toutes les personnes, tous les organismes, tous les gouvernements, l'ensemble. Pourquoi? J'ai mis 2 petits chiffres ici là, pour vraiment montrer un élément important, la fragilité de l'écosystème. L'écosystème, c'est 5 km au-dessus de la Terre. Tout se passe là. On vit à l'intérieur de ce 5 km-là.
et 5 km en dessous, c'est-à-dire toute la partie de 1 à 3 mètres qui est l'agriculture, et tout ce qui est plus bas, c'est les mines et l'extraction des différents minéraux. Okay? Donc, on a 10 km sur lesquels on vit. On ne vit pas dans le centre de la Terre, puis on ne vit pas dans la stratosphère, même si Elon Musk voudrait aller sur Mars. Laissez-moi vous dire qu'il n'ira pas. Là. Lui-même n'ira pas, il va avoir bien trop peur. Okay? Les rayons cosmiques, il ne connaît pas ça. Là. Alors, en tout cas, il reste que l'ensemble de tous les intervenants doivent s'impliquer dans la sobriété. Puis ça, les gouvernements sont fortement, encore ignorants de ça. Ils ne veulent pas aller vers ça. Ils imposent aux citoyens en disant « Prenez votre lave-vaisselle, partez-la à minuit, ça va être ça la sobriété. » Ce n'est pas vrai, là. Okay? Si on veut avoir un transport, une mobilité durable, il faut des transports collectifs. Puis ça, c'est le gouvernement qui nous le permet. Si on va avoir de l'organisation de ville qui a de l'allure pour diminuer les consommations, il faut que le gouvernement fasse des lois, des règlements pour diminuer l'étalement urbain. Donc, il y a un paquet d'éléments qui relèvent directement des 3 paliers gouvernementaux et non pas des personnes. Mais les personnes aussi, on a un acte aussi. On vote en particulier. Alors, ça compte aussi. Maintenant, sobriété, politique, économie, juste quelques éléments importants, vers où aller. Il y a un élément fondamental qui existait il y a très longtemps, qui recommence à vivre. Juste un exemple, les coopératives. À Montréal, il y a 460 coopératives d'habitation. Ils sont complètement absents du portrait, on n'en parle pas, mais c'est pourtant des coopératives d'habitation qui donnent un service sorti du monde financier. C'est définanciariser l'habitation et il faudrait que ça se fasse partout. À Berlin, 30% du stock de logements n'est pas dans la zone de spéculation. Okay? C'est beaucoup. On devrait aller vers ça. Actuellement, à Montréal, qui contrôle le marché de l'immobilier? Des grosses compagnies à numéros. Donc, ils font monter les tarifs, les prix. Et puis, j'ai 3 filles qui sont en appartement, je le sais. Alors, ça fait partie donc des éléments qui vont permettre d'avoir une justice économique. Sinon, là, il n'y en aura pas. Un autre élément que les économistes, je reparle encore d'eux, ne comprennent pas, il y a même des livres écrits par des économistes là-dessus, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la science. Alors, ils parlent d'économie circulaire. Ça n'existe pas, l'économie circulaire. Pour une raison bien simple, fondamentale, la thermodynamique dit qu'à tout phénomène de consommation d'énergie, il y a des pertes. Vous avez vu les pertes tout à l'heure, mais il y en a partout. Je donne tout le temps l'exemple. Vous êtes sur un sol un peu raboteux. Vous pouvez avancer. Vous êtes sur une glace d'hiver, sur un miroir. Essayez d'avancer, vous n'avancerez pas parce qu'il n'y a pas de frottement. Le frottement fait une perte d'énergie, mais vous permet d'avancer. C'est ça, l'entropie. S'il n'y a pas d'entropie, il n'y a pas d'énergie consommée. Puis s'il n'y a pas d'entropie, il n'y a pas non plus de dispersion. Et puis, ça fait en sorte que s'il y a de l'entropie, il n'y a pas d'économie circulaire. C'est aussi simple que ça. Donc, les gens qui parlent d'économie circulaire, en réalité, c'est une spirale descendante. À chaque fois qu'on fait un tour, on a perdu et de la matière et de l'énergie. Le plus bel exemple, le titane. Vous savez où on utilise le plus le titane dans le monde? Quelle question bizarre. Il pose donc une question. Vous avez tous utilisé du titane. Les murs. La peinture blanche est faite d'oxyde de titane. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand, à un moment donné, la maison vieillit? Ça tombe en poussière. À la poussière, allez-vous ramasser le titane pour en faire des petits tas et le donner à TIT à Montréal pour ramasser le titane? Non, il n'y a personne qui fait ça. Alors, c'est ça. Donc, il y a des pertes partout, dans tous les niveaux, il y a des pertes. Le platine, l'endroit au monde où il y a le plus de platine, c'est où? C'est le long des autoroutes. Pourquoi? Le platine est utilisé comme un des éléments catalyseurs dans les pots catalytiques des autos. Il y a platine, rhodium, iridium. Et puis ces corps-là, à la longue, commencent à tomber en poussière, tombent le long des routes. Alors, on extrait le platine d'une mine, principalement en Afrique du Sud, avec une certaine concentration, puis ça demande beaucoup de travail. Et puis là, on va le mettre dans des convertisseurs. Et puis là, après ça, on va le répandre le long des routes. C'est pas une économie circulaire. En tout cas, c'est ça. Donc, il y a vraiment un phénomène de dispersion qui est inévitable. Puis ça, il faut en prendre compte. Maintenant, quelques éléments pour finir ça. Difficulté de concevoir comme étant une personne parmi une multitude.
Actuellement, on est de plus en plus avec des systèmes aussi bien gouvernementaux que des systèmes qui sont de compagnie qui dispersent les gens. On avait une dispersion de matériaux, mais on a une dispersion aussi des gens. On s'isole. De plus en plus de personnes se sentent isolées. Pourquoi? Parce qu'on brise les chaînes. On n'est pas un grain de sable dans un désert comme ça. On n'est pas comme ça, là. On est fait d'ADN qui ont une chaîne d'ADN, mais c'est la même affaire des chaînes avec des enfants. On est lié à l'ensemble de l'humanité par d'abord tous ceux qui sont venus avant nous et tous ceux qui vont venir après nous. Donc, ces chaînes-là, il faut les reconstruire. Ces reconstruire-là, c'est par les comités de citoyens, par votre action que vous faites, par des gens qui s'impliquent, et c'est comme ça qu'on va pouvoir en sortir. Sobriété puis action citoyenne, quand même, reconnaître que l'action citoyenne a eu des victoires. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Surroi, 2003. Ils voulaient construire Hydro-Québec 12 centrales au gaz naturel au Québec. Pour faire quoi? Pour prendre du gaz venant de l'Ouest pour exporter de l'électricité aux États-Unis. C'est complètement ridicule. Okay? Et ça aurait été vraiment une augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre importante. Il y en a une de construite. À quel endroit? Bécancour, okay? Aux côtés de la centrale Gentilly. Il y en a une. Alors ça, c'est des luttes. Rabasca, Énergiel, GNL, fracturation hydraulique. Il y a une loi qui empêche la fracturation hydraulique et bien d'autres. Alors, l'action citoyenne est importante puis a donné des très bons résultats. Les luttes sont interreliées aussi. Voir que les luttes, en même temps environnementales, c'est des luttes aussi de justice sociale. C'est relié tout ça. Alors, il n'y aura pas de justice sociale sans justice climatique, énergétique et autres. Alors, il faut absolument lier tout ça et faire en sorte que ça prenne un sens. C'est vraiment le sens qu'on y donne. Conclusion. Bon, commence à être temps. Efficacité énergétique, sobriété, c'est absolument essentiel. Arrêter de considérer la planète comme étant un puits de matière première puis une poubelle. C'est vraiment ça qu'on fait. Aller vers un développement non pas uniquement industriel, mais principalement humain. C'est les éléments importants. Puis la nature, si on ne fait pas ça, c'est la nature qui va nous l'imposer. Là. À un moment donné, là, si on continue à faire ce qu'on fait, on va tomber dans quelque chose qui va avoir de plus en plus de tempêtes, de plus en plus de difficultés, de plus en plus de restrictions alimentaires principalement, accès à l'eau. Alors ça, c'est tous des éléments qu'à un moment donné, la nature va nous imposer. Dernier élément, un texte que Hubert Reeves a pondu un peu avant de mourir, c'est vraiment revenir avec l'idée que la planète, c'est notre maison, puis il faut en prendre soin, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Je vous ai aussi placé quelques références. Alors, il y a des références qui sont accessibles, comme Creuser jusqu'où, vous l'avez présenté. Alors, il y a des éléments importants. Il y a un livre bien intéressant d'un Italien, Ugo Bardi, qui a écrit en 2015. C'est un prof, il était à l'Université de Bologne à l'époque, et il montre qu'en réalité, tu sais, les gens qui disent « on va aller sur la Lune prendre des matériaux », c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il montre dans son livre qu'en réalité, pour avoir des matériaux, il faut avoir des mines, il faut qu'il y ait un travail de plaques tectoniques et d'érosion. Sur la Lune, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de plaques tectoniques, puis il n'y a pas d'érosion. Donc, il n'y a pas de concentration. Parce que dans la Terre primordiale, les matériaux étaient répartis un peu partout de façon très homogène. Qu'est-ce qui fait que 4 milliards de temps plus tard ou d'années plus tard, il y a des mines d'or, des mines d'argent, des mines de fer? C'est qu'il y a une concentration qui s'est faite par un travail très lent en termes géologiques. Et la Lune, il n'y en a pas. Mars non plus. Voyez, il n'y a pas de mine sur Mars. Donc, ceux qui parlent de ça, Ugo Bardi, ça vaut la peine, il se trouve encore dans les librairies. Alain Deneau, De quoi total est-il la somme? Fantastique. Alors, c'est vraiment, là, pour savoir ce que les pétrolières ont dans l'esprit, là, ça vaut la peine. Dernier élément, il va y avoir un colloque sur les éoliennes le 14 juin au Cégep de Trois-Rivières. Toute la journée, on va être là. Moi, je vais être là avec du monde. Ça va être sur le problème des éoliennes, comment on peut l'aborder de différentes façons, quels sont les impacts en termes physiques, en termes juridiques et en termes des terres agricoles des éoliennes. Alors ça, c'est une invitation que je vous fais. Et puis, merci beaucoup pour votre patience. Merci infiniment. Fort intéressant.
beaucoup de comparaisons comme concrètes pour comprendre, dans le fond, l'énergie, l'impact, notre consommation, prospection. C'est choquant en même temps. C'est perturbant à certains niveaux. Mais c'est ça, hein, ça prend ça des fois pour qu'on se mobilise puis qu'on réalise certaines choses pour pouvoir embarquer dans le mouvement puis défendre cet enjeu-là pour ramener ça sur le débat public. Ben oui. Question. Avez-vous des questions qui vous trottent dans la tête? Qu'est-ce qu'il en est de vous? Comment vous voyez ça? Comment vous envisagez ça? Quels sont pour vous les plus grands défis par rapport à cette transition-là, à cette sobriété-là? Ben, moi, j'ai plein de questions, j'ai plein de commentaires, mais je vais les garder pour eux autres. Mais en même temps, est-ce que je peux dire un commentaire pour vous, l'organisme CJC? Oui. Vous n'en rendez pas compte en tant que tel, mais pour le geste que vous avez posé en tant que tel, ça mérite une bonne addition parce que vous avez de l'eau potable. Vous avez de l'eau en tant que tel. Tout ce qu'on a à faire en tant que tel, vous ne savez pas. Mais tout ce qu'on a à faire en tant que tel, c'est d'utiliser un pot de verre puis de le remplir. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais à Sherbrooke, ou à quelque part sur la planète, on dirait que ça n'existe pas en tant que tel, des pots d'eau en tant que tel. Donc, il faut vraiment utiliser des verres de carton. Puis les verres de carton, ça prend combien d'années à se construire? Ça prend combien d'années à se décomposer? Et même à l'Université de Sherbrooke, même si on a bien écolo, excusez-moi, mais on n'est pas écolo pantoute. Hein? Bon, ben mon Dieu, on applaudit tout ça, coudonc. Une bonne main d'applaudissement pour monsieur pour votre commentaire. C'est vraiment comme à côté de la traque. Là. Vraiment, là, c'est comme... Vraiment, là, si vous avez réfléchi en tant que tel, comment réfléchir en tant que tel pour voir juste de l'eau, comment le contenant peut être utilisé. Le contenant, je ne sais pas si vous le savez, je suis arithmomanie, donc j'adore les chiffres. Hein. Par exemple, un contenant, c'est utilisé 20 minutes. Hein. Ça prend combien de temps en tant que tel à construire? Je ne sais pas, mais ça prend 400 ans à se déconstruire en tant que tel, le couvert en tant que tel, juste le petit couvert. Là. C'est juste le fait que c'est difficile en tant que tel d'apporter notre verre d'eau, d'apporter notre... justement, notre... Votre gourde. La gourde d'eau Oui. en tant que tel. Puis souvent, en tant que tel, la gourde d'eau, vous ne savez pas en tant que tel, mais la gourde d'eau, vous l'achetez chez Dollarama. Dollarama, ça prend combien de temps à se décomposer? Ça, c'est une bouteille c'est une bouteille De verre. en tant que tel de spaghetti. Tout ce que j'ai fait en tant que tel, la bouteille de spaghetti, ben, je l'ai lavé, puis je le bois, puis je le lave, puis je le lave, puis je le lave, puis je le bois. C'est tellement stupide en tant que tel, la société de consommation, genre d'acheter une gourde full écolo, puis à quelque part, j'en ai une gratis. Oui, effectivement. Bonne réflexion. Merci. Merci pour votre réflexion. Effectivement, beaucoup trop de consommation. J'avais... Oui, oui, c'est ça, Vincent, puis après ça... parfait, oui. J'étais curieux de savoir est-ce que tout le monde m'entendait? De savoir si vous voyez un chantier qui est particulièrement prometteur pour s'en aller dans une direction de décarbonation, de sobriété. Ben, le chantier le plus facile, c'est le bâtiment. Le plus facile. Je ne dis pas que c'est celui qui est actuellement employé en partie, là, mais c'est parce que, d'abord, quand on fait une réduction de consommation d'une bâtisse, d'une maison ou d'une école, n'importe quoi, c'est là pour longtemps. On n'a pas besoin de le refaire d'année en année. C'est pérenne comme installation. Et c'est ça l'avantage. À Montréal, il y a eu des lois de passé pour interdire le gaz naturel pour tous les bâtiments de 600 mètres et moins de surface, 3 étages et moins. Ça, c'est une première étape. On pousse beaucoup la Ville de Montréal pour passer à la deuxième étape, d'augmenter la hauteur des bâtiments puis la dimension pour couvrir l'ensemble du champ des bâtiments construits, puis essayer d'avoir disons, une cible pas trop éloignée, là, disons 2035, pour l'ensemble des éléments qui soient éliminés. On l'a fait pour le mazout. Le mazout, si vous avez une chaudière au mazout actuellement à la maison, vous ne pouvez pas la remplacer, la réparer, vous ne pouvez rien faire avec. Okay? Il y a une loi qui dit que ça doit être enlevé. On doit faire la même affaire avec le gaz naturel. Donc ça, c'est un chantier qui est intéressant. Deuxième chantier qui n'est pas fait, si on regarde le budget provincial au Québec et celui de l'Ontario, celui du Québec, le ministère du Transport consacre 70 % de son budget pour le transport individuel, 30 % pour le transport collectif. L'Ontario, c'est l'inverse.
Allez en Ontario, vous allez voir à Toronto, il y a des tramways, il y a des métros, il y a un transport collectif très bien organisé. Pourtant, c'est quand même un gouvernement conservateur depuis assez longtemps. Bien, ils ont commencé avant, il y a eu NPD, il y a eu libéraux, mais il y a une continuité dans le mouvement. Et ce qui fait quand même qu'il y a, bien maintenant, le maire Ford fait des drôles de choses, il veut éliminer les pistes cyclables. Pourquoi? Ça nuit aux autos. Ben oui. En tout cas, il reste qu'il y a quand même des infrastructures qui ont été installées intéressantes. La partie qui va être le plus difficile à décarboner, c'est l'industrie, parce que l'industrie, c'est très variable. Entre une industrie, par exemple, de cimenterie, puis une industrie de fabrique de cossins, ça peut être bien différent. Le cossin, ça peut être n'importe quoi. Des gourdes C'est quoi d'eau. des cossins? Comme des gourdes d'eau. Ouais. Ah oui, OK. Ben, des cossins. J'ai dû prendre ça à Québec, d'ailleurs. Mais il reste que c'est une industrie qui est difficile à décarboner parce qu'elle est très variée. Et puis, le gouvernement n'aide pas. Quand les chiffres que vous avez vus, là, entre la réserve d'énergie qu'Hydro-Québec fait pour la grande industrie d'exportation par rapport à la réserve pour l'industrie, la PME québécoise, ça, c'est vraiment une honte. Ça, si on avait commencé par dire on va favoriser tous les emplois ici, c'est la première affaire. Mais ça va être quand même un gros travail à faire parce que les industriels eux-mêmes, il y en a qui ne sont pas convertis. Là. Alors, mais vraiment, je dirais que le bâtiment, là, c'est ce qui avance le plus vite actuellement. Et les nouvelles normes aussi, ça joue sur les normes. Hein? Il y a 3 codes du bâtiment. Il y a le code fédéral, provincial et ceux qui sont des municipalités. Et le code provincial est de plus en plus sévère au niveau des quantités d'énergie qui peuvent être consommées par mètre carré de surface. Comparé, par exemple, à la France. La France, elle a mis une installation intéressante. C'est que tous les bâtiments, tous les logements locatifs doivent être classés selon une grille. A, B, C, D, E, F. OK? Si F, c'est-à-dire si tu ne loues pas. Si c'est une passoire, tu ne peux pas louer ton logement. Ça veut dire que le propriétaire, il a d'affaires à se mettre un petit peu d'affaires pour rehausser son niveau de sobriété au niveau du bâtiment. Alors ça, c'est des choses qu'on pourrait faire au Québec, comme Énergie Star. D'ailleurs, Trump veut l'éliminer. Hein? Vous avez appris ça? Oui, une autre affaire qu'il veut éliminer. Là, il élimine mes affaires. Mais Énergie Star, c'est... C'est la première fois qu'il se trompe. Ah, il se trompe souvent, mais des fois, il met des affaires... Il arrive quand même à faire passer des lois, malheureusement. Mais ça pourrait être un élément sur le bâtiment qui est dans le code du bâtiment. Dans les nouveaux, on est vraiment à ce qu'on appelle le climat 2000 ou 2010, je ne sais pas quel numéro ils ont maintenant, là, mais ils ont vraiment des restrictions beaucoup plus faibles comme consommation. Si on regarde une maison construite en 1936, j'en ai eu une, et puis une maison construite en 2020-25, c'est de l'ordre de 2 fois et demi moins consommant par mètre carré. Pourquoi? Parce que les murs n'étaient pas isolés autrefois, les fenêtres étaient des passoires. Quand vous avez eu des fenêtres en bois, comme j'ai eu, là, à un moment donné, l'hiver, il fallait mettre du polythène partout pour pouvoir calfeutrer. Bien, ça rend les choses plus difficiles. Mais le bâtiment est vraiment l'élément dominant. Puis le transport, la partie individuelle compte. Prendre le transport collectif, actif, c'est un bon point. Merci. Merci infiniment. Madame, oui? Mais si le peuple est incorrigible, Si on met un règlement, le peuple va suivre le règlement. Quand tu ne peux pas changer ta fournaise au mazout, il n'y en aura plus personne, il n'y aura pas d'employés qui vont venir dans ta maison pour changer ta fournaise, pour une autre fournaise au mazout. Alors, le peuple a beau être incorrigible, quand il y a un règlement, à un moment donné, le règlement, il s'applique. C'est ça qu'il faut faire. Merci pour votre présentation. Ça fait plaisir. À un moment, il y a une diapositive où vous expliquez les consommables en Allemagne et aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait, mettons, l'exemple d'un pays qui consommerait moins? Je veux juste être optimiste, savoir si on enlevait tous les pays industrialisés, développés, est-ce qu'on pourrait s'en sortir avec le reste des pays? Y a-t-il des chiffres? On donne souvent l'exemple de la Finlande, qui est un pays qui, en termes écologiques, est quand même très avancé, puis en termes de système scolaire, aussi bien intéressant, parce qu'il y a une affaire particulière. On appelle ça le drame des fossiles. Tous les pays qui ont des produits fossiles chez eux, charbon, gaz naturel, pétrole, vivent à ce moment-là, depuis toujours, vivent une espèce
d'idée qu'il y en a de l'énergie, on peut en dépenser, on en consomme, puis voyons, on ne fait pas d'isolation de maison, puis ça n'a pas d'importance. On va mettre du pétrole, puis on va chauffer, puis ça va bien aller. Les pays qui n'en ont pas sont obligés de se débrouiller autrement. Alors, ce n'est pas un drame pour eux maintenant. C'était un drame avant, mais maintenant, c'est devenu un bénéfice. C'est qu'ils ont pris les moyens pour ne pas aller dans cette direction-là et de réduire déjà d'avance les consommations. Vous savez qu'en Suède, les bâtiments, il y a eu une série de reportages par M. Franqueur, Gilles Franqueur, qui était l'ancien journaliste au Devoir pendant très longtemps et qui, après ça, a été un des intervenants au BAP. Très intéressant. Il a fait une tournée en Suède dans les années 2000-2002. Et il a été voir des bâtiments, il a été voir des groupes, des investisseurs, un paquet de monde. Et il montrait en venant toute une série d'articles. En Suède, quand vous avez une maison, s'il n'y a pas une verre triple, la maison ne sera pas vendue. Au Québec, on est vers simple, des fois double, puis avec des espaces trop grands, puis on s'en fout. On avait une énergie trop facile à consommer. Nous, c'était l'hydroélectricité qui était notre élément facile, ou le pétrole et le gaz aussi qu'on avait. Donc, on était très gâtés en énergie. Donc, on n'a pas fait les efforts nécessaires. Alors, c'est ça aussi. L'énergie gratuite ou facile d'obtenir peut être une pénalité. Et puis, ceux qui n'ont pas, maintenant se retrouvent avec une longueur d'avance parce qu'ils ont fait des efforts par le passé. Est-ce que ça répond à votre temps? Il faut arrêter de la prendre pour acquise. Il faut réfléchir maintenant. Ah, oui, tout à fait. Je laisserai la parole à une autre personne. Oui, je vais vous revenir. C'est en même temps très intéressant. Moi, je lis régulièrement tout ce qui est sur ITER ou sur d'autres groupes comme ça. Il y en a en Colombie-Britannique, il y en a aux États-Unis. Il y a différentes filières d'abord. Il y a la filière ITER qui est celle de confinement par tokamak, donc confinement magnétique. Et l'autre filière, c'est par laser, confinement impulsionnel par laser. C'est intéressant, mais si ça marche, actuellement, il n'y a aucun physicien qui dit que ça marche. Ça fait déjà 20 ans qu'ITER il construit, puis il y en a encore pour au moins 15-20 ans. ITER va, puis là, il y a je pense que c'est au Japon, ils viennent d'avoir un de leurs tokamaks qui a réussi à passer à 20 minutes de fonctionnement sans arrêt. Okay? Et puis en Allemagne, il y en a un aussi qui s'appelle un stratoréacteur ou quelque chose comme ça, là. Je ne me souviens plus du terme, mais ça existe. Mais actuellement, il n'y a rien qui va faire sortir de l'énergie. D'abord, premier élément, ça demande d'abord de baisser les températures de toute l'anneau en supraconductrice. Ça demande pour faire ça des terres rares en très grande quantité. Est-ce que le Zimbabwe va pouvoir se permettre ça? Non. Est-ce que les pays en voie de développement? Non. C'est ça le problème. Ça va rester une affaire de riches si ça marche. Okay? L'autre élément, dans tous ces éléments-là, ça demande du deutérium. Le deutérium, c'est en réalité une molécule d'eau, c'est H2O, c'est 2 hydrogènes non oxygène. Deutérium, c'est un hydrogène qui a un proton et un neutron. Au lieu d'avoir seulement un proton, il y a aussi un neutron supplémentaire. Dans l'eau de mer, il y en a une particule sur 7000. Okay? Ça veut dire qu'il faut filtrer beaucoup, beaucoup d'eau de mer par des centrifugeuses pour réussir à récupérer le deutérium, qui va rentrer après ça dans le processus pour pouvoir, par réaction, devenir du lithium. Puis faire la réaction de fusion par l'intermédiaire de E est égal à mc carré d'Einstein. Non, on ne fait pas ce qu'on veut avec ça. Là. Les quantités nécessaires, le bombardement atomique n'arrive pas à faire ça encore. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'une fois fait, il faut sortir l'énergie de là, d'un réacteur nucléaire à fusion. Comment on le sort? On le sort exactement de la même façon que des vieux réacteurs, c'est-à-dire par un cycle qu'on appelle Rankine. C'est un cycle à turbine à vapeur. Et les turbines à vapeur ont un rendement de 35 à 40 %. Oui, bien, je parle à monsieur, là. Alors, si ça l'intéresse, si ça ne vous intéresse pas, dites-moi là, j'ai pas mal de ça, là. OK? Moi, mes étudiants, des fois, me levaient la main en disant « Ah, j'ai rien compris. » OK, on recommence. Il n'y a rien qui va sauver l'humanité. Ce qui est le plus consistant, là, le plus permanent, c'est l'énergie solaire qui se dégrade en vent pour donner du vent. Okay? Parce qu'il reste que le vent, c'est quoi? C'est en premier la Terre qui tourne, à une vitesse quand même assez généreuse, et qui entraîne l'air. Et avec le Soleil, il y a des mouvements de convection à travers ça qui fait que le vent permet à ce moment-là de prendre l'ampleur et permet de faire tourner les éoliennes.
Ça, c'est vraiment les deux parties, plus la géothermie à certains endroits qui peut être intéressante. Mais autrement, ce qui est fusion, là, c'est vraiment, oui, intéressant, mais ça va être très niché. Là. Puis il y a des pertes. Simplement le fait d'aller chercher le deutérium, ça va demander beaucoup d'énergie. Après ça, être capable de le rentrer dans le système, puis ressortir l'énergie thermique de ça pour en faire du courant électrique par l'intermédiaire d'une turbine à vapeur puis d'une génératrice, c'est des pertes d'énergie. Et non seulement la dangerosité aussi. Il y a assez peu. La fusion, contrairement à la fission, la fission est très dangereuse parce qu'elle produit beaucoup d'éléments, comme par exemple l'iode radioactif, d'ailleurs, qui est un gros problème du côté de Gentilly. Là. Il y avait des émissions d'iode radioactif. Mais la fission, il va en avoir, mais beaucoup moins. Mais c'est quand même une affaire qui actuellement ne fonctionne pas, là, il faut bien le dire. Merci. Oui, parfait. Puis après, c'est... Oui. Question. Comme ça, là. Ouais. Rwanda, j'ai fait une étude en tant que tel sur Rwanda. Je ne sais pas comment réussir à réfléchir. Là. Je ne montre pas sur mes grands cheveux comme ça. Mais c'est juste le fait que Rwanda est fait à partir de Noranda. Noranda, en tant que tel, c'est un pic, en tant que tel, à quelque part que les mines, en tant que tel, sont là depuis 1930. Comment que, en tant que même avant, mais quand on fondait en tant que tel Noranda, et ils ont fondé en tant que tel la fonderie Arm, Ouais. ben, c'est juste le fait que comment que tu peux changer ce type de population-là en tant que tel, dire non, c'est plus bon, la fonderie Arm, on la ferme. Regarde. Réussir en tant que tel avec cette gang-là en tant que tel qui ont vécu avec ça pendant toute leur vie, puis qui ont travaillé dans la mine pendant toute leur vie. Alors, regarde, deux choses. D'abord, la ville de Fermont, sur la Côte-Nord, c'est une ville minière de fer. Ils l'ont fermée. OK? Il n'y a plus de fer, on le ferme. Deuxième élément, pourquoi il fonctionne encore? Il n'y a plus de cuivre dans les mines actuellement. D'où vient le cuivre? Ils importent toutes les cochonneries informatiques de travers le monde, plus des résidus de cuivre de l'Ontario. Ils importent ça par train dans la fonderie Horn. Rien ne vient du Québec dans la fonderie Horn. Ça vient d'ailleurs. Alors, on peut faire ça, oui, on peut recycler. L'aluminium, ça peut être recyclé, oui, c'est un des métaux les plus recyclés. Ce qui est le plus recyclé, en réalité, c'est l'or, parce que ça coûte cher, okay? Platine, dépendant de la source, fer, aluminium, cuivre, ça, c'est les éléments les plus recyclables. Après ça, le reste, ça dégringole. Ce qui est dans votre cellulaire, là, il n'y a à peu près rien de recyclable. Pourquoi? Parce que c'est envoyé dans les domps. Il y a trop peu d'éléments par cellulaire. Il y a 5 milliards de cellulaires qui sont jetés par année. Êtes-vous capable de dire on va tout mettre ça à la même place puis on va toutes les faire fondre? Non. On répartit partout à travers le monde. Merci. Ça serait... J'ai été hacké sur mon compte Facebook. Ah ouais, OK. J'ai perdu mon cellulaire. Là, j'ai plus de moyens de communication. On se retrouve dans un monde, effectivement, qui pose des gros problèmes en termes de communication. Si on est coupé des éléments électroniques, on a l'impression de ne plus avoir d'identité. Quand, dans le fond, vous posez la question, par exemple, moi, j'ai été au Cameroun, je n'avais pas de cellulaire, je n'avais rien. J'avais juste mes pilules pour... puis mon passeport. Et puis, je me suis débrouillé. Et puis, j'allais dans des places où il y avait des cafés Internet pour donner un petit courriel à ma blonde pendant 2 mois, elle s'ennuyait. Puis, on vit sans cellulaire. Ils sont peu, mais c'est plus difficile. Dans l'époque actuelle, est plus contraignante. Ça, c'était certain, ça. Mais il faut trouver des éléments différents. Puis le collectif va aider. Le collectif va aider beaucoup. Si on peut faire des cavés. Oui. Pardon? Ah, c'est vous qui les avez cueillis? Ah ouais? C'est bon, ça. C'est vrai. Ils sont vraiment bonnes en passant. Ils sont à l'accueil. Ouais. Oui. Merci. Avez-vous d'autres questions? Audrey, oui. Il y a quoi? Ah, OK. Qu'est-ce que vous pensez du solaire et des batteries? C'est deux éléments assez différents. D'abord, solaire, moi, j'ai travaillé en énergie solaire passive, OK, sur des bâtiments. Ça, très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on est dans une latitude à 45 degrés nord. Ça veut dire qu'en plein hiver, le soleil au plus haut, au solstice d'hiver, il est à 23 degrés. OK? Ça veut dire, comptez pas d'avoir du solaire actif, c'est-à-dire photovoltaïque, qui vous donne du courant. Il n'y en aura pas.
OK? On a, oui, du courant à partir de mars jusqu'à octobre. Oui, on a des quantités de soleil importantes. On nous dit tout le temps on est mieux qu'en Allemagne. Oui, mais on n'a pas la même température qu'en Allemagne. Quand il fait moins 30 ici, il fait moins 8 en Allemagne. Alors, il faut combiner deux éléments. Il faut combiner la température extérieure puis nos besoins donc d'énergie, puis quelle est la source d'énergie. Le solaire passif peut répondre parce que c'est des murs qu'on appelait murs trembles, verticales, qui permettent de capter la chaleur et la redistribuer dans la maison. Mais il y a très peu de bâtisses qui ont intégré ça. Pourtant, c'est gratuit. Une fois installé, c'est gratuit pour toujours, là, tant que la maison existe. Okay? C'est du solaire passif. Solaire actif photovoltaïque, c'est plus compliqué, mais Hydro-Québec commence à financer des projets. Pourquoi? Parce qu'une affaire qu'ils ne disent pas non plus, vous irez voir sur le site de Ouranos, qui est un site de travail sur le climat au Québec. C'est des experts en climat. Il y a un rapport qui a été sorti en 2022 qui démontre que tout le centre du Québec, c'est en réalité notre réservoir d'eau pour le printemps puis l'été. Parce que pendant l'hiver, il neige là-bas, en principe. Okay? Il neige, il s'accumule de la neige dans les sous-bois. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe? Tranquillement, ça fond et ça fait que la neige, vous savez où se trouvent les monts Autriche, en plein centre du Québec. Et toute cette zone-là fait en sorte que l'eau va se répartir à l'intérieur des bassins versants, côté est, côté ouest, pour alimenter à ce moment-là les barrages. Le problème, c'est que Ouranos démontre qu'avec l'augmentation de la température, il va y avoir de plus en plus de pluie pendant l'hiver et moins de neige pendant l'hiver. Donc, pourquoi on a en ce moment des baisses de la capacité d'Hydro-Québec? C'est qu'il n'y a pas eu assez de neige pendant l'hiver. Et si ça continue, on va avoir des problèmes. Alors, Hydro-Québec dit, on va partir des bancs de capteurs photovoltaïques pour pallier à ça. Mais c'est vraiment parce qu'on se retrouve dans des conditions difficiles. Le Québec se réchauffe 3 fois plus vite que les tropiques. Puis quand on est encore plus au nord, quand on est du côté de Nunavik, c'est 4 fois plus vite. Alors, quand on voit le réchauffement, on voit qu'il va y avoir des conséquences à ça. Alors oui, le solaire actif et passif peut avoir une influence, mais l'hiver, c'est sûr que ce n'est pas les panneaux voltaïques qui vont nous fournir, puis il va falloir quand même fournir l'énergie à ce moment-là. Ça répond à ta question? Oui. Oui, à l'arrière. La moitié, c'est vrai. La moitié. Il y avait les batteries. Les batteries. Je vais répondre rapidement, là, je pense que ça vaut la peine. Je ne suis pas contre les batteries. Là, si on a des capteurs solaires à la maison, puis on a des batteries, puis après ça, on a ce qu'on appelle des ondulateurs pour pouvoir passer, parce que c'est du DC. Hein. Un capteur solaire donne du courant continu, puis il faut l'amener en AC, 110 volts. Donc, c'est un appareil qui le permet. Et ça permet à ce moment-là, oui, d'être autonome. J'ai des amis qui restent dans le canton de l'Est qui n'ont presque pas consommé d'énergie venant d'hydro parce qu'ils ont ça avec des batteries qui peuvent durer 48 heures à peu près. Pour avoir des stocks de batteries pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça demande des stocks immenses, puis ce n'est pas rentable. Alors, à un moment donné, il faut voir aussi l'énergie qu'il faut mettre, les matériaux pour ça, puis les parcs de batteries que Tesla est en train de développer, c'est intéressant, mais c'est toujours avec des quantités de temps relativement courts. Hein. On ne pourra pas passer l'hiver avec des batteries. L'autre filière, c'est de stocker de l'hydrogène, mais encore là, c'est difficile. C'est un gros projet, une grosse difficulté. Alors, le projet de test, en tout cas, ils veulent faire de l'hydrogène, mais en tout cas, c'est bien bizarre. Mais les batteries, ça peut être, oui, ça peut être intéressant, mais c'est du court terme tout le temps. Ça va-tu? Ah. Merci. Ici, oui, puis après ça, là. En général, on parle de 25 ans. Que ce soit un panneau solaire, les éoliennes, toutes les éoliennes installées actuellement en Europe, il y en a beaucoup en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, au Danemark. Au bout de 25 ans à peu près, ils commencent à les démonter pour pouvoir faire des rétrofits. Alors, si on construit toutes les éoliennes en même temps, là, sur une période de 5 ans, imaginez-vous dans 30 ans ce qui va se passer. Il va falloir toutes les défaire puis toutes les rétrofiter, et on va manquer de courant. Donc, il faut avoir un esprit un petit peu plus logique, étaler ça dans la construction pour pouvoir étaler après ça les rénovations. Donc, il y a dans cette façon de travailler-là quelque chose où il faut tout le temps regarder à long terme, 25 ans, puis 25 ans, c'est pas long. Hein? Alors, il faut regarder sur une longue période de temps quelles vont être les transitions énergétiques au niveau des besoins, puis au niveau aussi des besoins d'infrastructures. Puis les barrages aussi, il y en a qui vont être à réparer. Manic en particulier,
Les outardes, ce n'est pas fait pour 200 ans. Là. Il commence à avoir des fissures. Il va falloir abandonner, dire, on va-tu vider le réservoir, puis commencer à travailler, puis avoir moins de réserves? C'est ça. Donc, c'est pas simple. L'énergie qu'on pensait simple, là, il n'y a rien de simple là-dedans maintenant. Parce qu'autrefois, on était moins nombreux, on consommait moins aussi, il faut dire qu'on consommait moins, et on avait des infrastructures qui étaient neuves. Effectivement. Laurent? C'est un retour sur votre une des premières diapositives qui avait, quand vous parliez de la consommation de pétrole et de gaz naturel au Québec. On avait une source qui était vraiment plus haute avant, puis après, on voyait que c'était le Canada et les États-Unis qui étaient plus importantes. On voyait aussi une baisse de tout à fait. d'énergie. Est-ce que c'est parce qu'on a augmenté l'utilisation d'énergie renouvelable comme les barrages hydroélectriques, éoliennes et autres? Dans le bâtiment, principalement. C'est le bâtiment qui a fait réduire d'abord la consommation de mazout dans les édifices. Et dans les maisons, on a éliminé le mazout. Puis maintenant, tranquillement, de moins en moins de construction sur le mazout, mais plutôt, même pas au gaz naturel, plutôt électrique. Donc, on s'en va vers ça. Et si on installe, puis Hydro-Québec donne des subventions pour des accumulateurs thermiques pour couper les pointes hivernales et des pompes à chaleur, à ce moment-là, on peut baisser encore la consommation des édifices. Ça pourrait être des avis très intéressants. Et puis ma deuxième question, qui est un peu dans l'esprit de Jean-Marc Jancovici, comment il a évolué un petit peu dans le temps, qu'est-ce que vous pensez du nucléaire? Je le suis depuis 25 ans, Jean-Marc Jancovici. J'ai lu ses articles depuis très longtemps. C'est quelqu'un de formidable. Il parle beaucoup, plus que moi encore. Très intéressant, très punché dans ses affirmations. Le nucléaire, c'est sûr que la France l'a parti avec Général de Gaulle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit avec les Américains, puis ils voulaient se détacher de l'emprise américaine. Et en France, il y avait très peu d'énergie disponible. Il y avait un peu de gaz dans le sud, gaz au lac, il y avait différentes choses, mais il y avait très peu d'énergie. La France est très dépendante à cause de ça. Son territoire n'a pas de grande cascade d'eau. La Seine, vous ne mettrez pas un barrage là-dessus, là. L'eau est polluée en plus. Donc, ils ont vraiment une limitation dans leur capacité. Ils ont commencé à mettre des éoliennes, c'est récent, mais avec le général de Gaulle, ils voulaient avoir du nucléaire civil pour, après ça, avoir des bombes atomiques. La France a été le 3e pays à avoir des bombes atomiques sur son territoire. Alors, c'est quand même aussi pour ça, là. Il y avait une menace russe à l'époque, puis ils voulaient avoir une défense locale. Donc, quand on lit ces deux éléments-là, on voit qu'actuellement, 75% de l'électricité en France consommée provient du nucléaire, mais il y a des gros mouvements anti-nucléaires depuis longtemps. Greenpeace France, je peux vous dire qu'ils sont sur le dossier depuis longtemps. Ils essaient de faire bouger les choses, mais c'est un consortium tellement puissant, là. Il n'y a aucune mine d'uranium en France. Hein. Ils les prennent où? Ils les prennent au Kazakhstan puis au Mali, puis au Tchad un peu. Donc, pourquoi la force française était en Afrique encore récemment? À cause du nucléaire dans les réserves de mines. Alors, cherchez le nucléaire, cherchez l'énergie, puis vous allez voir l'armée pas bien loin, en général. Non, je suis d'accord avec vous. C'est juste par rapport à cette question-là, je suis très mitigé aussi sur le nucléaire. J'ai vraiment pas d'opinion. Je sais que c'est très dangereux, alimentaire et autres. Et ce que j'ai vu, ce que je vois de l'évolution qu'il a eu dans sa pensée, c'est qu'au départ, il disait le nucléaire est nécessaire par rapport à la consommation et l'émission de CO2. Après, on a vu au fil des temps qu'il disait il vaut mieux la décroissance parce que finalement, une énergie renouvelable, actuellement, c'est pas possible de pouvoir combler tous nos besoins, parce qu'il y a 200 ans, on était à 100% énergie renouvelable. Ah ouais. Et puis, on avait l'évolution qu'on avait. Donc, le nucléaire permet ça si on veut avoir une consommation qui est constante. Puis on voit que les énergies renouvelables, comme les éoliennes, les panneaux solaires, c'est aussi des choses qui sont quand même très demandantes en termes d'énergie, de ressources et autres. Puis, à quel point c'est quelque chose qui est intéressant. Je suis vraiment mitigé. Oui, je comprends votre interrogation, mais pas oublier que le nucléaire, c'est excessivement demandant. Sortir 1 kilogramme d'uranium, parce que quand on sort de la Terre, l'uranium, il se mélange. Encore là, c'est comme l'or, c'est des centaines de tonnes de roches avant d'avoir l'uranium. Puis l'uranium, dans ça, il y a 2 uraniums, 238, 235. 235, c'est 5%. C'est celui-là qu'il faut sortir par des centrifugeuses pour réussir, parce que lui est fissible. Le 238 ne peut pas être utilisé, il n'est pas fissible. Donc, il faut le sortir. Donc, encore là, un traitement.
Puis après ça, après la durée de vie, ils font quoi les Français avec leurs déchets nucléaires? Ils les envoient dans une zone qui s'appelle la Hague, dans le nord de la France, en Normandie. OK? Et puis là, de là, ils ne savent pas quoi en faire. Ils en ont envoyé des quantités en Russie. Puis qu'est-ce qu'ils font, les Russes? Ils mettent ça dans le champ. Puis les barils se défont tranquillement, puis ils se détériorent. Alors, vous voyez le nucléaire, là, puis dire qu'on va l'enfouir, l'Ontario commence à travailler là-dessus, tout près d'une communauté amérindienne, dans le sud-est, dans le sud-ouest de l'Ontario. Et la communauté s'est braquée contre ça en disant, vous n'allez pas nous mettre une mine d'enfouissement de déchets nucléaires en dessous de nos pieds, ça n'a pas de sens. Bien, le gouvernement continue à aller dans ce sens-là. Alors, vous voyez, les forces économiques sont très puissantes, et puis c'est elles qui poussent pour des éléments comme ça, parce que c'est très rentable, le nucléaire. Parce qu'ils peuvent monter les prix tant qu'ils veulent, il n'y a personne, pas de concurrence. Okay? Hydro One achète le nucléaire, bien, il produit le nucléaire, puis il le vend, puis il contrôle complètement l'industrie, puis il n'y a pas de compétition. Donc, ils s'en foutent. Alors là-dessus, il y a vraiment ça. En France, c'est la même affaire. Énergie de France, EDF, contrôle encore, mais c'est une compagnie privée maintenant. Et que c'est la dangerosité aussi, non Ben pas oui. seulement que ça pète, que ça peut péter n'importe quand, mais c'est aussi la dangerosité de la pollution des sols, l'impact sur l'humain, la santé. Tout à fait. Donc, tu sais, ça a quand même de nombreux impacts. Je prendrais... Juste pour finir ça, le plutonium, qui est un sous-produit des réactions nucléaires dans les réacteurs qu'on enlève, a une demi-vie de 24 000 ans. Ça prend 24 000 ans passer d'1 kilogramme à 500 grammes. Un autre 24 000 ans passer de 500 grammes à 250 grammes. Vous voyez, on est rendu à plusieurs millions d'années pour l'éliminer complètement. Ça va devenir du plomb. On a tout le temps d'attendre. Et les nappes phréatiques, est-ce qu'à un moment donné, ne vont pas transporter des affaires? Absolument. Ici au fond, oui. Merci pour la présentation. Ça fait plaisir. J'aimerais savoir ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la filière hydrogène. On voit en Allemagne différents hydrogène, Japon, Californie, même ici Et TES Canada. Ouais. Il faut séparer une chose, c'est que l'hydrogène, d'abord, il n'en existe presque pas de naturel sur Terre. Il y a, à un moment donné, ils ont creusé un puits pour avoir de l'eau au Mali, et puis il commençait à avoir du gaz qui sortit, ils ont mis une flamme, et puis il commençait à avoir de la flamme, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'hydrogène qu'on appelle naturel, ou l'hydrogène blanc. C'est très, très rare. Okay? Il y en a un peu. Okay? Autrement, l'hydrogène est tout le temps lié dans l'eau, H2O, dans les produits des hydrocarbures, le méthane, tout ça, tous les autres, c'est de l'hydrogène, et dans les roches qui sont qu'on appelle hydratées. Donc, il y en a de l'hydrogène, mais pas naturel. Pourquoi? Parce que dès qu'il s'échappe dans l'air, il monte en atmosphère, il est tellement léger qu'il ne reste pas, il va s'enfuir. Okay? Il va se retrouver dans la haute atmosphère. Alors, l'hydrogène est intéressant pour certaines affaires. Actuellement, on l'utilise pour des productions chimiques, pour enlever le soufre dans les combustibles fossiles. Dans le pétrole lourd, il y a du soufre, très souvent. Et pour l'enlever, on utilise l'hydrogène pour l'enlever. Ça, c'est une des filières déjà utilisées. Une des filières les plus intéressantes, c'est soit produire des engrais. Avec l'hydrogène puis une réaction chimique, on arrive à combiner l'hydrogène avec l'azote de l'air pour faire de l'ammoniac. Et l'ammoniac, à ce moment-là, permet d'être le précurseur d'engrais chimiques. Ça, c'est bien intéressant. Deuxième élément intéressant qui se développe, c'est pour faire de l'acier, le fer qu'on utilise, en réalité, ça vient d'une mine, c'est de l'oxyde de fer, c'est de la rouille, Fe2O3. Okay? Il y a de l'oxygène, puis on ne veut pas parce que ça ne tient pas là. On ne peut pas rien faire avec ça. Donc, on prend le fer, puis il faut enlever l'oxygène. Jusqu'à date, depuis 100 ans, on utilise un procédé avec du charbon. On prend le charbon, on le rentre dans des hauts fourneaux, c'est ce qu'ils font en Bécancour, et puis là, on est capable d'enlever l'oxygène pour avoir Fe, le fer. Puis après ça, le fer, on peut le transformer en acier puis à d'autres choses. Donc, au lieu d'utiliser le charbon, qui va donner à ce moment-là du CO2, parce que charbon, carbone plus oxygène, ça donne CO2, donc on élimine beaucoup de CO2. Là. Et ça, c'est pour faire 1 tonne d'acier, on produit 1 tonne de CO2. C'est pas rien. On commence à utiliser de l'hydrogène. Il y a un plan qui a été installé par ArcelorMittal en Hollande qui utilise l'hydrogène pour aller capter l'oxygène du fer pour faire de la vapeur d'eau puis laisser le fer tout seul. Donc ça, c'est intéressant. Et ils pensent le faire ici au Québec aussi dans les années à venir. Donc ça, c'est l'autre filière.
Les autres filières, ça peut être, par exemple, en Angleterre, en Écosse, ils ont fait une drôle d'affaire. Ils ont produit de l'hydrogène à partir d'éoliennes, en faisant l'électrolyse de l'eau. Et après ça, ils mettent l'hydrogène dans les conduits de gaz naturel distribués dans les maisons. Actuellement, il n'y a pas encore de résultats, mais il y a des gens qui commencent à se plaindre. Parce que quand l'hydrogène commence à fuir, c'est un danger mortel. Ça saute. Alors ça, c'est vraiment un danger. Il commence à avoir des problèmes. Alors ça, il faut faire attention, pas faire n'importe quoi avec l'hydrogène, mais ça peut être utilisé intelligemment, mais pas là. Donc, c'est tout le temps l'hydrogène, c'est comme d'autres choses. C'est qu'est-ce qu'on en fait, puis à quel endroit. Et l'autre affaire, il ne faut pas comparer ce qui se passe au Japon, en Chine, en Europe, puis ici. On n'a pas les mêmes structures énergétiques et financières. Donc, on est capable, nous, peut-être, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Test Canada. Un petit peu. Allez voir. Faites Test Canada, puis mon nom, vous allez trouver une couple d'articles. Je dénonce ça vertement. Je vais juste finir de répondre à monsieur. Oui. OK, après ça, je vous laisse la parole. Merci. Et puis, l'hydrogène, oui, il faut y aller, mais délicatement, puis à bon endroit, puis pas faire n'importe quoi. Test Canada, ce qu'il veut faire, c'est qu'ils vont implanter 133 éoliennes de 200 mètres. C'est pas petit, là. Ça, c'est une compagnie privée. Moitié canadienne, la famille des Marais, puis la moitié une famille hollandaise, belge. C'est des Belges et des Canadiens qui sont ensemble dans un consortium. OK? L'argent n'a pas de frontières. Et ils ont créé Test Canada. Et ils veulent implanter donc 133 éoliennes et 600 000 panneaux solaires photovoltaïques, plus ils demandent à Hydro-Québec de leur fournir 150 mégawatts de puissance électrique. Avec cette électricité-là, ils vont emmener ça dans des électrolyseurs. Ils vont faire l'électrolyse de l'eau pour séparer l'oxygène et l'hydrogène. Ils vont laisser aller l'oxygène ou la mettre en bonbon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, c'est pas dit. Mais l'hydrogène, ils vont après ça la séparer en deux filières. La filière pour faire par un procédé qu'on appelle le procédé de méthanisation, ils vont prendre du CO2 venant d'une papetière pas loin. Tu sais, quand on brûle du bois là, dans une papetière, il y a à peu près entre 7, 8, 10 de CO2. Il va falloir séparer le CO2 du reste, amener le CO2 dans les installations de test et là, combiner le CO2 avec l'hydrogène pour en faire du méthane. Et on vient de perdre déjà de l'hydrogène avec ça. Ce méthane-là va être envoyé, il va être injecté dans les conduites d'énergie pour brûler dans les maisons. J'ai fait des calculs, ça donne un rendement de 27 %, ce qui est ridicule. Si on prend directement l'énergie électrique des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et d'Hydro-Québec, et puis on compare ça avec le procédé par méthanisation, bien, par méthanisation, on peut chauffer 34 000 maisons. Par l'électrification directe, on peut chauffer, si je me souviens, ma mémoire commence à être défaillante, 110 000 maisons à peu près. Bien, c'est quand même beaucoup de données à retenir. Hein? Ouais. Et si... C'est parce qu'au pire. Je suis là-dedans, journée longue. Là. Et si on met des pompes à chaleur en plus, là, on passe à 300 000 maisons. Alors, vous voyez l'absurdité. Puis l'autre partie, c'est prendre l'hydrogène pour le mettre dans des camions. Sauf qu'actuellement, il n'y a aucun camion qui fonctionne dans l'hydrogène au Québec. Il n'y a pas de système de distribution, il n'y a rien. Alors, on part à zéro. Puis on traverse la frontière américaine, il n'y aura rien non plus. Alors, l'argent. Ils vont avoir des subventions, puis ils vont avoir des dividendes pour les GES possiblement diminués. C'est l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est des financiers qui sont derrière ça. Ce n'est pas des gens d'intérêt public, là. Ils ne veulent pas sauver la planète. Non, c'est pas Greenpeace. En tout cas, je m'excuse, je me suis étiré un peu sur le test, mais ça fait longtemps que c'est. Mais ça donne le goût d'aller lire un petit article pour connaître un peu plus. Dans le Nouvelliste, il y a un article dans lequel j'en parle, puis il y en a d'autres en tout cas. Monsieur avait une question. Oui, puis je pense qu'on va bientôt, clore le tout. Oui, je vais aller faire dodo après ça. Allez-y. Vous aviez une question? Est-ce que ça concerne l'énergie? Parfait. Okay. Allez-y. Dans l'éducation, en fait, la question, c'est est-ce que c'est plus à cause de Marie Curie ou de Maurice Duplessis que la première bombe atomique a été construite à Montréal?
Non, une partie n'a pas été construite. Non, la première bombe a été construite dans l'Arizona, aux États-Unis. Mais il y a des travaux préliminaires qui ont été faits à Montréal, à l'Université de Montréal, vous avez raison. Et Marie Curie n'était pas impliquée dans les projets à ce moment-là. C'est dans les années 41-42. Oui, Albert Einstein a développé l'équation de base, E = mc carré, qui a démontré que quand il y a fission, il y a génération d'énergie. OK. Mais c'est sûr que c'est un paquet de physiciens. L'éducation, oui, l'éducation à la science. Ouais. Oui, vous avez raison, l'éducation est fondamentale pour être capable d'être des citoyens, citoyennes qui vont être progressistes dans leur façon de vivre et d'utiliser l'énergie. Ça va? Merci. Oui, très vaste. Ben, merci pour la question. Merci, Bruno. Merci, M. Le Tank. Merci infiniment. Ça fait très plaisir. Merci. Vous avez été un public exemplaire, très patient. Des fois, je suis gêné. Ben non, mais pas du tout. Au contraire, ça nous permet de démystifier tout ça, tout ce grand dossier derrière. Grand dossier, ben en fait, grand dossier d'énergie qui fait partie de la décroissance, qui fait partie du festival, qui se continue demain. Hey, wow! Le gros lien. Donc, c'est pour vous parler, en fait, de la soirée de demain. Demain, grosse soirée prévue. Grosse affaire. C'est la fin de la semaine, c'est la dernière soirée de la semaine. Demain, c'est la soirée trouver du sens au travail. Donc, c'est en lien avec le travail. Fait qu'on commence ça avec un atelier de sociocratie offerte par Audrey Morin, qui est ici avec nous ce soir. C'est full excitant. L'atelier de sociocratie va avoir lieu de 14h, on oublie ce que je viens de dire, 16h30 à 18h. Il y aura encore Nourrir Ensemble qui va être là pour offrir un petit menu 3 services super bon, fait à base de produits récupérés. Le bar va être là aussi. Ça se continue. Le panel de discussion de comment trouver du sens au travail. Avec un super panel, ça va être vraiment génial. Et ça se continue, et ça se termine en beauté, avec un show de Sandra Contour, qui va être là, musicienne, un beau duo, violoncelle, guitare. Ça va être vraiment super. Fait que, grosse soirée pour demain soir. Le festival se termine aussi samedi, en fait. Samedi, c'est notre grosse journée festive, familiale. Ça se passe à la Patente. L'atelier La Patente, qui est situé à 2 rue du Sable. 707. Merde, j'ai sûr de l'avoir. 507 rue des Sables. L'atelier La Patente. Alors là, on va avoir des kiosques. On va en fait à notre... Oui, qu'on me dit. Oui, c'est ça, pneus ratés. Qu'est-ce qui se passe? Journée familiale festive. Ça commence à 10h samedi à La Patente. Il y a une grande donnerie. Hein? Si vous avez du stock, là, vous êtes en train de faire du ménage de printemps, là, sachez que vous pouvez apporter votre stock ici, présentement au CJC. Le stock va se ramener à La Patente. Grande donnerie. Spectacle de marionnettes à 10h. Il va y avoir des vélos smoothies. Conférences, ateliers sur le compostage. Plusieurs ateliers, bains de forêt, des petites sorties sur le bord de la rivière Saint-Charles pour reconnecter avec la nature. Sérigraphie gratuite, apporte ton T-shirt. Puis fais-toi imprimer l'escargot. Donc, oui, l'escargot du Festival à la décroissance, c'est vraiment hot. Atelier de fermentation, ramassage et réparation de vélos. Un beau dîner communautaire offert par Sauve ta bouffe, fait à base de produits récupérés aussi. Il va y avoir des kiosques d'organismes communautaires et d'initiatives décroissantes. Et évidemment, c'est la porte ouverte de La Patente pour connaître toute la série d'ateliers qu'ils peuvent offrir sur place. Puis avec toutes les belles personnes qui y travaillent aussi. Beau temps, mauvais temps, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va ressembler bientôt. Beau temps, mauvais temps, nous y serons. De peu importe quelle manière, ce sera plaisant. Alors, encore une fois, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Une belle main d'applaudissement pour terminer.